pas à me faire un retour sur le son, parce que j'ai dû changer quelque chose à mon, euh, à mon setup de stream. Mais a priori, tout est bon, j'espère en tout cas, parce qu'on a un lourd programme aujourd'hui. Euh, donc, alors, on va le détailler tranquillement. Ok, tout est ok. Merci Charles, toujours le premier à répondre, ça fait plaisir. Ah, il y a les habitués qui sont là, c'est bon, on est en bonne compagnie, on peut partir. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, gros programme, parce qu'en fait, j'avais déjà un programme assez dense, on m'a suggéré des trucs qui étaient un peu durs à éviter. Donc, les grands titres. Et oui, et des nouveaux, salut Valéos, je crois que c'est la première fois que je te vois. Donc, les grands titres. On a Mimo Capital, qui est en très bref, mais on va le creuser en détail, et ensemble surtout. Euh, Mimo Capital, qui est une sorte de MakerDAO, sauf que ce que vous produisez, c'est du par qui est indexé sur l'euro au lieu du DAI qui est indexé sur le dollar. Donc bien sûr, ça a un grand intérêt pour nous, Européens. Après, on a un jeu, mais qui est sur L2 et qui a plein de choses intéressantes, même du point de vue DeFi, dont on va parler un peu, Illivium. Après, j'aimerais revenir un peu plus rapidement sur StakeDAO, mais parce qu'ils ont lancé leur... je vais réaliser que j'avais pas mentionné en fait, mais ils ont lancé leur staking, et il y a des choses à faire sur L2 aussi avec ça. Donc comme ça, je sais que vous êtes très friands de L2 en ce moment. Donc dès que j'ai l'occasion de vous mentionner des choses où on peut faire à très peu de frais, je n'hésite pas. Après, on a une mise à jour d'Alchemix qui est intéressante aussi. On va revenir dessus et peut-être recreuser un peu Alchemix parce que c'est quand même un des protocoles les plus euh, délirants, j'ai envie de dire, en termes de. euh, euh, Putain, il y a de la pub sur mon channel, Loïco? Ça m'inquiète. Je vais regarder ça après, mais normalement, il n'y a pas de pub. C'est quoi cette connerie? Euh, on va revenir sur Faye aussi, puisque voilà, on a suivi ça de près. Vous avez probablement entendu parler de ça sur Twitter. Il y a des gens qui sont un peu énervés, d'autres qui sont un peu perplexes. Moi, ça me fait bien marrer. Bon, c'est un lancement DeFi, hein, c'est comme d'habitude. Et enfin, aïe aïe aïe, vous êtes plusieurs à vous bouffer la pub. Bon, je vais regarder ça après. Merci de me le signaler en tout cas. Mais non, normalement, il n'y a pas de pub sur ce channel. Je ne sais pas ce que fait Twitch. Euh, je vais voir après, je me mets une petite note. Parce que c'est quoi ces conneries? Ok. Damn, je suis désolé que vous preniez une pub. Encore une fois, c'était pas de mon choix. Euh, je vais voir si je peux pas la faire dégager pour les prochains lives. Euh, donc je vous tiendrai au courant là-dessus. Donc, on a une mise à jour d'Alchemix, et enfin, pour finir, ce que vous avez là en fond d'écran, qui est Superfluid, qui est un autre protocole vraiment cool pour faire, en fait, du streaming d'argent. C'est ça qui est génial. C'est un peu comme ce que Netflix a fait avec les films, mais avec l'argent. On va le creuser, pareil, dans le détail. Mais c'est assez fascinant. Donc, on peut rien faire à la pub, apparemment. Dommage. Bon, ouais, je sais pas, faut que je vois 15 secondes de pub, 30 secondes de pub. Ouais, c'est quand même un peu chiant. Mais ouais, je sais pas si les abonnés l'ont aussi, peut-être qu'ils l'ont pas. Le gars qui essaie de trouver des combines. Non, vous faites comme vous voulez. Mais je vais voir après, peut-être quand on passe partenaire, là, il n'y a pas une histoire qu'on peut négocier. Peut-être que je peux leur demander de pas de pub, même si je prends moins sur les subs, ça m'irait très bien. Bon, bref, ça c'est mon problème. Je verrai ça avec eux directement. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour notre menu. Il y a d'autres petits trucs que j'ai sur ma fameuse fiche, parce que maintenant je suis un pro. Il y a quoi derrière? Ça n'a rien d'intéressant. Euh, donc c'est parti. Alors, le premier, le plus intéressant, qui va nous occuper un petit bout de temps, je prends mon browser, c'est ce fameux Mimodify. Parce qu'en fait, alors, allez, je vais tout vous disclose. Je l'ai repéré il y a 3 jours. D'ailleurs, oui, c'est très intéressant. On va commencer comme ça. Comment je l'ai repéré? Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent ça. Comment tu repères les trucs pertinents? Blablabla. DeFi Lama, désolé. Hop. Eh bien, tout simplement, je l'ai repéré parce il y a une sorte de petit check, de petit contrôle de routine que je fais assez régulièrement. D'ailleurs, oui, 100 milliards en DeFi, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais c'est pas rien. Euh, Maple Finance. Non, Martinamo, j'ai pas prévu de parler de ça, mais tu peux nous en dire un peu plus. Peut-être qu'on en parlera sur un prochain live, ou peut-être à la fin. Donc, sur DeFi Lama, par exemple, hein, où il y a d'autres sites, mais DeFi Lama, c'est le plus réactif en termes de rajouter les nouveaux protocoles ou les choses comme ça. Et il me semble que c'était il y a 2 ou 3 jours, et j'ai juste fait ça. Je suis allé sur DeFi Lama, et je le fais assez régulièrement, ça, de classer par changement à la semaine. Bon, là, il y a plein de nouveaux protocoles qui ont été rajoutés, donc c'est peut-être pas intéressant de faire ça. On peut le classer changement à un jour.
Et ça vous permet de voir un peu les protocoles qui apparaissent, quoi, j'ai envie de dire, ou qui d'un coup suscitent beaucoup de déposits. Par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui, LCMX a augmenté ses déposits de 25%, sachant qu'il a 1 milliard 1,1 milliard, ça veut dire qu'ils ont quasiment fait 250 millions de déposits en une journée, ce qui n'est pas rien pour un protocole DeFi. Bref, si je vous raconte cette histoire-là, là, j'arrive pas à le retrouver ici, on va le prendre dans Lending. Il est où Mimo? Il est là. C'est exactement ça, en fait. J'ai regardé DeFi là-bas et j'ai vu ce truc-là, Mimo DeFi. Ah, c'est quoi? Pouf, ça avait pop avec plein de TVL. Et donc, je suis allé creuser. Et j'ai commencé à utiliser un peu, mais pas énormément, parce que justement, je me suis dit que, euh, on va le creuser ensemble. Oui, c'est vrai qu'à terme, il faudrait des infos des intros sur les lives, sur les lives Tulip. D'ailleurs, s'il y en a un d'entre vous qui est chaud pour faire une vidéo, un truc comme ça, je suis très preneur. Je professionnalise ça, mais là, je suis un peu sur un setup léger, disons. Donc, je l'ai utilisé un peu. J'ai fait un petit dépôt d'Ether pour voir, et bon, on va faire tout le détail. Mais je me suis dit surtout ça valait le coup de le découvrir avec vous. Et notamment, ce qui m'a fait bien marrer, c'est que j'en ai parlé sur DeFi France il y a 2 heures, même pas 1 heure. Et ben en fait, un pro du coin, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de pros sur DeFi France, Nolan en l'occurrence, avait tout de suite la question à 1 million de dollars. Et donc, c'est un bon réflexe à avoir, qui est, je lui décris le truc, je lui dis, bon, c'est maker avec des euros. Et sa première question, c'est quoi? C'est OK, mais l'oracle. Et ça, c'est un très, très, très bon réflexe que vous devriez avoir à chaque fois. C'est-à-dire, on vous parle d'un nouveau protocole de lending, ça a l'air cool, ok, mais l'oracle. Parce que c'est vraiment le premier truc et le truc le plus déterminant au niveau du protocole. Je vous rappelle que, pour ceux qui l'avaient raté, donc dans cet article qui vous fait une sorte de méthodologie pour analyser votre exposition au risque sur un marché monétaire, où je vous proposais 8 catégories, je crois. La toute première que je mettais, c'était les accès au protocole et les autorisations, parce que ça, c'est assez évident, c'est là où le plus gros des dégâts peuvent être causés. Mais la seconde, avant tout le reste, avant plein de choses, modèle de sécurité, les assurances, tout ça, c'était les oracles. Parce que sur un marché monétaire, euh, encore une fois, l'oracle, c'est la source de vérité du marché monétaire, et c'est ça qui va déterminer si vous faites liquider ou pas. Et donc, on peut parfaitement aboutir à des situations, si l'oracle retourne des valeurs erronées, où les gens se font liquider alors qu'il ne devrait pas, mais c'est le système qui fonctionne comme il devrait. Je vous renvoie aux histoires sur Compound avec le DIKE à côté à 1,30 et des choses comme ça. Donc vraiment, comprendre ça, c'est essentiel, que quand vous commencez à tâter avec un marché monétaire, vous êtes extrêmement dépendant de son oracle. Et donc là, en l'occurrence, eh bien, est-ce qu'il nous parle de leur oracle, le petit Mimo? Alors, ils ont un white paper, mais par exemple, dans la page About, il n'y a pas de mention d'oracle, il me semble. Non. Alors, on va voir dans le white paper, et si dans le white paper, il n'y a pas de mention d'oracle non plus, là, on peut s'inquiéter déjà. Hmm. Peut-être qu'ils appellent ça price feed. Ah, voilà. Ah, rassurant. Donc là, ça nous permet de confirmer quoi? Que donc le Parallel Protocol App, c'est le nom de leur truc. Euh, et donc en fait, ils utilisent euh, les oracles de Chainlink. Ah, c'est marrant ça. Ah, peut-être que c'est parce que leur white paper est un peu vieux. Parce que justement, j'ai demandé sur DeFi France aux pros, parce que moi, au niveau des oracles, voilà, je suis comme ça, mais au niveau de l'implémentation, je suis pas au taquet. J'ai demandé aux pros s'il y avait des feeds Chainlink en euros. Ils m'ont confirmé que oui. Mais là, c'est marrant, dans leur white paper, ils nous mentionnent les feeds en USD. Bon, a priori, c'est pas une énorme différence, mais il faudrait quand même savoir, est-ce qu'ils font le feed en USD et après ils font leur conversion eux-mêmes, ce qui crée potentiellement après, bon, conversion euro-USD, voilà, a priori, c'est quand même assez fiable. Ou est-ce que maintenant ils vont fetcher les prix directement en euros, ce qui serait idéal. À voir, à voir. Mais donc pour l'instant, en tout cas, on est un peu rassuré, disons, côté de l'Oracle, où on sait que c'est Chainlink en partie, donc ça a déjà une forme de solidité, on va le mettre comme ça. Donc peut-être revenons juste au protocole en lui-même, parce que je ne sais pas si vous êtes tous utilisateurs de Maker, mais voilà, pour un gars qui fait de la DeFi, on lui dit Maker en euros, il a compris immédiatement, mais après c'est peut-être pas forcément évident. Donc en fait c'est assez simple, hein. Vous pouvez ouvrir un vault, comme sur Maker,
Alors là, désolé, j'ai pas de wallet dans ce browser, donc je vais vous montrer que de l'extérieur, on va dire. Donc vous pouvez ouvrir un Vault. Ils acceptent Wrap ETH, Wrap Bitcoin et USDC. Et à partir de là, vous pouvez mint le fameux par. Là, désolé, je vais pas pouvoir vous montrer grand-chose encore. Et donc ce par, c'est quoi? C'est du stablecoin euro. Donc un par égale 1 euro. On va confirmer ça, mais après, oui, c'est bon. Non, pas CoinMarketCap quand même, on se respecte. CoinGecko. Si on prend le par, je crois qu'ils l'ont déjà. Voilà, par stablecoin. 1,19 US. On met dollar. Ah non, c'est plutôt dans 1 et 2 USD. 1,19. Bon, voilà. Après avoir les détails, on le fait un peu vite là, mais vous comprenez qu'a priori, ça va, ça a l'air de valoir son prix. Et il effectue pas encore l'offre en circulation ici, ok. Donc, vraiment comme maker, bonjour à tous, bonjour Martin, bonjour Julien, ça fait plaisir que vous soyez là. Alors, comme maker, donc, vous mintez du par au lieu du DAI, mais c'est le même mécanisme, avec votre collatéral. Comme maker, c'est une logique, il me semble en tout cas, de chaque vault est indépendant. C'est-à-dire que si vous avez des wrap ETH, vous avez mis un ratio de taré, vous ne pouvez pas compenser en déposant un wrap Bitcoin à côté. Il va falloir le faire en minimum en 2 opérations, c'est-à-dire déposer du wrap Bitcoin pour minter du par, pour après aller brûler le par sur votre vault ETH. Donc ça se prêtera bien au flash loan aussi le jour où ça sera intégré. Et ils sont en phase de lancement initial. Et donc en fait, il y a un programme de liquidity mining. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'ils reconnaissent l'usage de leur système tel quel. C'est-à-dire que leur liquidity mining n'est pas concentré uniquement sur les apporteurs de liquidité, il est aussi pour les gens qui utilisent le Vault, tout simplement. Donc vous voyez là sur leur token MIMO, qui pour l'instant n'a pas de... Il ne semble pas qu'il y ait il n'a pas encore été émis, je crois que le contrat est créé, mais non, c'est pas MIMO ça. Mais il n'est pas encore émis. Et donc, à partir du moment où vous avez un Vault, donc vous avez minté du par, vous avez emprunté pour minter du par, euh, vous, euh, vous êtes éligible déjà pour une partie de ces récompenses en MIMO. Et après, au-delà de ça, il y a 2 paires de liquidités qui sont sur Balancer, qui sont là. Ah ben, on va les voir en détail, hein, comme ça c'est bien. Qui sont donc une paire entre par et is, donc un peu plus risqué, puisque là, je vous rappelle que c'est une paire donc entre un stablecoin en euros, mais c'est la même chose qu'en dollars. Ça revient à une DAI is, si vous voulez. Donc pour ceux qui ont déjà fait du LP 50-50 sur des paires comme ça, ils savent, surtout quand on est dans des phases un peu optimistes, disons, sur le prix de l'Ether, que ça peut être dangereux. Et donc voilà, là les 2 paires. Donc vous voyez, on a 10 millions à peu près sur la paire en Ether et 8 millions sur la paire en USDC. Euh, Ah oui, oui, d'accord. Parce que là, si vous voyez qu'un seul holder, paniquez pas, hein. C'est normal, je pense. Et il faudrait confirmer, on va le confirmer sur l'autre côté. Je pense que ce seul et unique holder, c'est le contrat de staking sur Mimosa. Sur Mimodify, pardon. On va voir ça. Ouais, c'est ça. Donc, pas de panique, hein. Parce que c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand on voit un seul holder, mais bon, parce que quand vous stakez sur Mimosa, vous les déposez dans leur contrat. Euh, donc voilà. Ah, on va les traumatiser. Stable East, non merci. Mais c'est ça qui est chouette après, c'est que en soi, en tant qu'utilisateur du système assez tôt, euh, en gros, il faut avoir de l'USDC dispo à côté, ou alors en emprunter ailleurs avec un autre collatéral. Mais en gros, vous arrivez, vous posez votre collatéral quel qu'il soit, vous mintez vos parts, et après, donc là, ça vous rend déjà éligible à la première section du mining, ici. Et après, si vous voulez pas prendre de risque autre que le taux de change dollar-euro, vous pouvez commit sur cette paire par USDC. Alors après, c'est un système assez jeune encore, hein. J'ai pas eu le temps de lire le white paper que je voudrais regarder plus en détail parce qu'il a l'air d'avoir des choses assez intéressantes. Mais voilà, c'est très bienvenu. Je vous renvoie à mes réflexions précédentes sur les différents stablecoins. Ça résout plusieurs problèmes pour nous, Européens, hein. Je vous parlais déjà du fait que, en termes de stablecoin, on a la plupart de l'usage qui est fait qui est couvert par des stablecoins centralisés. Donc là, c'est assez limitant à plusieurs niveaux. Et en outre, il y a quasiment pas de stablecoin euro,
à part l'Euro S et le SER de Synthetix. Euh, L'Euro S qui est donc un modèle centralisé, hein, classique, c'est Statis, je crois qu'il s'appelle, qui fait comme Coinbase Circle avec USDC, quoi. Ils ont des euros en banque et ils émettent des euros S. SER, c'est donc sur Synthetix, c'est un autre mécanisme. Et le J-Euro, pardon, oui, j'oublie, honte à moi. Mais qui est encore un peu modeste en liquidité disponible, disons. Mais d'ailleurs, ils sont tous assez modestes, hein. Il faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire le SR. Pourquoi il me met qu'une market cap? Ça, c'est un vieux browser. Euh, donc, est-ce qu'on va les trouver ici? Le EURES, on va le trouver ici, c'est sûr. Parce que c'est bien, comme ça, on se fait une idée de la taille du marché aussi. Donc, vous voyez, EURES, il y a 31 millions de total circulant, 31 millions d'unités, 32 millions à peu près. Donc, quasi 38-39 millions de dollars, quoi. Donc, on voit déjà qu'en quelques jours depuis son lancement, d'ailleurs, là, elle est un peu en retard, la TVL, se met pas à jour, bizarre. Ils sont à 25 millions, je crois, aujourd'hui, un truc comme ça. Euh, euh, Alors, on me parle de liquidity dans le chat. On va peut-être le regarder juste après. Je finis juste sur Mimo. Et donc, a priori, voilà, on a un truc qui va grandir, qui grandit assez vite, sachant que son concurrent, disons, qui est le Stasis EuroS, il n'a pas énormément de liquidité. En plus de ça, l'EuroS, il existe depuis un petit bout de temps. Et ah tiens, ils ont changé la paire là. Il n'y a plus de paire USDC sur Uniswap, c'est marrant. Il existe depuis un petit bout de temps, mais il a vivoté pendant longtemps le reste parce qu'il y avait tout simplement quasi pas de liquidité. Et un beau jour, je vous en avais déjà parlé en live, un beau jour on s'est réveillé, il y avait une paire de 10 millions de liquidités qui avait pop. Voilà, elle est toujours là. Euh, Pourquoi Uniswap tu me fais ça? Ok. Et c'est ça qui a permis un peu de lancer le jeu, disons, pour le reste. Et la pool curve notamment, qui produit encore des rendements assez sympas en CRV, euh, même si elle est assez dure à booster parce qu'elle n'a pas énormément de volume encore. Euh, donc à voir qu'est-ce qui nous réserve pour ce par, mais par exemple, ouais, voilà, une intégration sur Curve avec EURES et SR, ça pourrait être assez sympa. Commencer à avoir une 3 pool euro en fait, hein, et répliquer toute la logique de MetaPool à terme, mais avec les actifs stable euro. Donc, ça me semble pas mal pour une première intro. On va le suivre de toute façon celui-là, mais comment dire? Ouais, je pensais que ça valait la peine de vous le mettre sur votre radar. Ouais, je vais pas me faire regarder la gouvernance. Parce que, euh, Parce que comme je vous le disais, bah voilà, c'est un projet qui fait beaucoup de sens en fait. Et en soi, bon, faut regarder tous les détails techniques et tout ça, mais voilà, un fork de maker qui produit un output en euros, ça a une demande quasi par défaut, disons, assez importante, euh, vu tous les gens qui peuvent vouloir s'exposer en euros, qui n'ont pas trop de manière de le faire aujourd'hui. Et ça ouvre la porte à la densification de l'écosystème sur euros. Parce que moi, ça aussi, c'est un truc, petite parenthèse plus personnelle, disons, mais c'est un truc que j'ai commencé à avoir en tête il y a 2 ou 3 mois, avec quand la liquidité s'est densifiée sur EURES, et que notamment, merci Julien et StakeDAO, il y avait une bonne opportunité de farming sur la pool curve. C'est justement cette logique de si vous farmez pour potentiellement couvrir vos dépenses de la vie, c'est quand même pas mal d'avoir un farming directement de la monnaie que vous dépensez. Et avec cette logique-là, c'est pour ça que moi je pense que le farming stablecoin euro est assez important pour les Européens. Et c'est sympa de faire des beaux retours sur du stablecoin dollar, mais si on prend un risque de taux de change en plus, euh, ça peut être dérangeant, quoi. Surtout quand on voit le taux d'impression, de production du dollar. Donc, à garder en tête, à garder un œil là-dessus. Et vous avez un lien pour votre liquide là qu'on le regarde tant qu'à faire si c'est. Mais c'est du dollar ça encore, non? Je regarde dans le chat si vous m'avez pas mis un petit lien. Vous avez le droit de poster des liens, non? Je crois que normalement vous faites pas ban. Sinon, sinon à me dire. Attends, il était où ce liquid dont on me parlait tout à l'heure? Liquidity, c'est ça le nom du protocole? Liquidity.org, merci. On va aller voir ça tout de suite. Bon, on va pas le. Ah oui, pardon, j'ai oublié un dernier truc sur Mimo qui est assez intéressant.
c'est que le fameux stability fee, il est à un fixe 2% pour l'instant. Donc, par exemple, sur le voltmaker IS, je crois que c'est 5% maintenant. Donc, c'est quand même assez sympa. Là, sur Liquidity, on est carrément à 0. Wouhou. Et, ah d'accord, ils ont pas, ils ont, ah, c'est d'autres projets qui font tourner le front-end pour eux, quoi. On va voir ça. Use Liquidity. Bon, vas-y, on s'en fout. Ah, intéressant. Donc là, vous avez un maker beaucoup plus agressif en soi, quoi. Donc c'est-à-dire où il n'y a pas, ah, horrible. Il n'y a pas de stability fee, ou en tout cas pour l'instant il est à 0, et le ratio de collatéralisation est plus bas, donc vous pouvez emprunter plus de LUSD pour vos IS. Hmm, intéressant. Je le regarderai en détail et je vous ferai un truc. Ouais, j'aime beaucoup cette idée de proposer aux gens de faire tourner leur front-end en local et de faire un système où, en gros, pour que ce soit d'autres personnes qui hostent le front. Ça aide pas mal sur la décentralisation. Alors, The Coin Guru, pour les TVL que tu vois à plus 100% sur DeFi Lama, c'est souvent les protocoles qui viennent d'être rajoutés. Et donc, bah, ils comparent par rapport à 0. Donc, ils te donnent plus 100%. Ouais, voilà, bah, merci Gaïd. En effet, là, je pense pour le live, surtout qu'en plus, on a de quoi faire au menu. C'est peut-être un peu dense, mais me le garde dans le coin pour, à la rigueur, mardi pro. Comme ça, on a un petit marché monétaire à discuter à chaque live, c'est parfait. Alors, et au passage, donc, non pas celui-là, mais l'article sur les risques des marchés monétaires euh, pourra vous être utile, je pense, pour les évaluer, même ces nouveaux marchés-là. Donc là, par exemple, pour finir juste sur liquidity, vous imaginez bien que si vous mettez un ratio beaucoup plus agressif en termes de quantité de dollars que vous pouvez emprunter par Ether, ça augmente le risque à ce niveau-là, le risque de sous-collatéralisation du système en cas de mouvement violent. Alors après, c'est en assumant que ça fonctionne comme maker, il faut se renseigner sur la liquidation, qui apparemment est automatique, ce qui fait du sens, puisque si vous augmentez le ratio, vous augmentez le risque de sous-collatéralisation du système, encore une fois. Et donc, il vous faut des liquidations beaucoup plus agressives, beaucoup plus rapides que ce qu'on peut voir sur Maker. Alors, on fait un saut du coq à l'âne, mais on va encore parler de Balancer. C'est un peu le lien. Avec un jeu qui est donc Illivium et qui est assez intéressant à plusieurs niveaux. Donc, peut-être oui, je vais essayer de prendre cette habitude-là parce que je me rends compte que c'est un grand problème pour tout le monde. En fait, la découverte. Comment j'ai découvert Illivium? Alors, si je vous dis pas de bêtises, j'ai vu passer des tweets au début, et notamment, premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que c'est construit sur un layer 2 qui est Arbitrum. Alors, est-ce qu'il le mentionne quelque part ici? Et Immutable X, pardon. Pas Arbitrum. Ah, je sais pas pourquoi. Oh là là, j'ai mis Arbitrum dans la description, je crois. Désolé. Pff, je, je me confonds. Euh, ils ont fait des choses assez intéressantes au niveau de la vente de leur token initial. Immutable X, ouais, c'est ça. Qui est donc, ils ont utilisé ces fameuses, on en a parlé plusieurs fois, mais j'ai réalisé qu'on n'a peut-être pas forcément déjà approfondi. Donc c'est ces fameuses Liquidity Bootstrapping Pool de Balancer, les LBP pour les intimes. Et salut MH, ça c'est des mécanismes qui, euh, qui sont très intéressants pour mettre des tokens sur le marché, puisque en très bref, hein, mais c'est en fait mais donc, vous voulez mettre un token en vente dans une première vente initiale. Souvent, la pool va être de taille modeste et il va y avoir des gens qui s'excitent dessus, qui arrivent à ramasser assez peu cher, et qui après, en gros, il y a beaucoup de mouvements au début et il y a pas mal de bots ou d'utilisateurs assez agressifs, disons, qui vont essayer d'arbitrer pour se faire du profit, bien sûr. Euh, avec, euh, avec une LBP, en fait, ça permet au projet de directement lancer une pool. Mettons par exemple là, en l'occurrence, c'était ILVIS, mais une pool dont les ratios vont être contrôlés par le système avec une sorte de programme, si vous voulez,
pour faire en sorte que les gens puissent, pour faire une période d'acquisition du token où le prix ne va pas forcément être constant, hein, il varie pendant ce temps-là. On va peut-être aller voir la, pas quand même MicroCap, putain. Euh, donc le prix varie pendant la LBP, mais ça a une sorte de fonction qui va vous assurer que c'est plus honnête en tout cas que ce qu'on pouvait avoir auparavant. C'est-à-dire, coucou, on vous met une petite poule sur Uniswap, on laisse les gars snap autant que possible, et puis après, ça pump ou ça dump, et il se passe tout ce qui se passe avec, quoi. Donc, les LBP, ça vaut vraiment le coup de les creuser, parce que de plus en plus de tokens se lancent avec ce mécanisme-là. Il y a eu Combo, il y a eu Sirène, ILV, il y en a... Sirène, je sais plus, je crois que oui. Il y en a pas mal. Donc là, c'est une doc que je vous ai mis, c'est vraiment la doc un peu... c'est plutôt la doc de Balancer pour les gens qui voudraient faire des LBP, donc pour les projets. Mais je pense que c'est important de comprendre ces mécanismes, et notamment peut-être la petite règle de pouce, comme on les aime bien, qui est, parce que moi-même j'ai fait le tocard sur ce coup-là, hein, qui est en fait, vous voulez éviter le début de la LBP généralement. Et en termes de prix, alors ça dépend puisque chaque vente est spécifique, mais de ce qu'on en a vu jusqu'à présent, c'est plutôt à la moitié. Alors après, elles sont pas toutes mises pour certains jours donnés, parfois c'est en fonction du nombre de tokens, mais grosso modo, c'est vraiment plus aux extrêmes que ça s'excite sur ces mécanismes-là. Et donc si un token vous intéresse euh, avec un mécanisme LBP, moi voilà, ce serait plutôt ma recommandation, c'est plutôt voilà d'essayer d'être dans l'idée d'attraper le milieu. Alors, attendre la fin pour se positionner, il faudra regarder ce que ça donne. Là, en effet, c'était peut-être pas dégueulasse sur Illivium. Il me semble qu'à la toute fin, tu rentrais dans les 70, mais il y avait un moment où tu rentrais à 50-60, quoi. À peu près. Après, bon, l'Ether a pas mal bougé pendant cette phase-là, donc c'est pas évident de suivre tout le prix. Mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête pour les lancements de tokens et de savoir un peu les mécanismes avec quelle sauce vous faites manger, quoi. Donc moi, après, qu'est-ce qui m'excite sur Illuvium, pardon, c'est qu'en fait, c'est une sorte de concept qui, sur mobile, c'est la poule aux œufs d'or. On appelle ça alors, bon, à voir après exactement quels vont être les spécifiques, mais en gros, c'est une grande, grande catégorie qui sont les gacha games. Euh, pour ceux qui connaissent un peu, qui se sont pris les pubs de merde partout, là, Raids, Shadow Legends et toutes les conneries comme ça, vous voyez un peu le genre. Où en gros, vous montez une équipe de différents personnages, après vous allez faire des quêtes, des combats, des arènes, des machins, des trucs. Le problème étant que jusqu'à présent, ces jeux-là, ils sont essentiellement mobiles, et comment vous obtenez les personnages? Vous les obtenez en achetant des chances, des loot box, quoi, qui vous permettent après, en dépensant 5 000 €, d'avoir un personnage d'une certaine rareté ou autre. Mais voilà, c'est vraiment, il faut comprendre ça. Ces jeux-là, c'est extrêmement prédateur. Ils s'appuient tout simplement sur le fait que environ 0,1% des gens vont avoir aucune limite ou peu de limites quand ils rencontrent ce mécanisme-là et qui sont happés par le jeu, et qu'ils vont en fait dépenser des quantités impressionnantes, mais vraiment impressionnantes. On parle les top spenders de ces jeux-là sur mobile, sur des trucs comme Raid, les gars ils claquent 4-5K par mois. Donc c'est... Alors après, d'où ils les sortent, ça c'est une autre question, mais il faut vraiment se rendre compte de ça. Il y a des gens qui mettent leur vie financière en péril à cause de jeux comme ça, qui en effet, comme le résume Akina Bourse, ont du coup la fâcheuse conséquence d'être ce qu'on appelle des pay to win, c'est-à-dire en soi, vous pouvez farmer autant que vous voulez dans votre coin pendant 6 mois, mais après, Jean Richoux arrive et claque 2 000 € et il a une team 5 fois plus forte que vous et vous massacre dans n'importe quelle arène ou n'importe quel truc joueur contre joueur. Et du coup, ça fait des jeux assez peu intéressants très rapidement, à part pour le côté un peu collection et regarde, j'ai ce truc-là et c'est ce truc-là. Maintenant, on se rend bien compte que vous regardez les stats de Raid Shadow Legends et ces 40 copies qu'il y a sur le store, bah, il y a des millions de joueurs qui jouent à ça, qui s'excitent là-dessus tous les jours, qui dépensent des tonnes d'argent pour avoir des objets inutiles dans un jeu où ils sont complètement dépendants de l'éditeur, qui en plus est généralement pas une boîte très excitante, hein, c'est des fermes de jeux mobiles pour se faire le plus de fric possible. Euh, et, euh, et comment dire? Et les jeux, bah, ils sont, voilà, en gros, ils sont dans une course au contenu permanent parce que c'est la seule chose qui permet de garder un peu les joueurs intéressés. Donc là, moi, je suis assez enthousiaste à l'idée de voir ce concept, ou en tout cas un concept assez similaire arriver dans un jeu
L2 augmenté par la blockchain, on va dire comme ça, puisque ça résout beaucoup de problèmes de ces jeux-là, notamment le problème pardon, du cash shop. Alors après, à voir, on n'est pas à l'abri qu'ils nous fassent un cash shop en Illivium, mais je pense qu'ils ont bien compris que voilà, c'était pas forcément l'objet. Et après, c'est vrai qu'on nous lit dans le chat la logique play to earn, où un peu comme dans Comes, où quand vous minez des astéroïdes, vous pouvez avoir des retours en différents tokens. Là, il y a une logique aussi de, euh, de gagner du ILV au fur et à mesure de votre jeu. Et j'imagine bien sûr que plus voilà, le champion de l'arène ou je sais pas quoi, il doit ramasser un beau paquet d'ILV. Le petit farmer du dimanche, sans doute un peu moins. Euh, mais il y a aussi donc toute cette logique de les créatures ou personnages, je sais pas trop encore. euh, ils vont être bien sûr représentés par des NFT, et donc ça vous donne une certaine, les illuvians, comme ils les appellent. Euh, Ça vous donne une certaine autonomie à ce niveau-là. Euh, et, euh, et donc c'est sur Immutable X, comme je vous le disais. Et pareil, là, au niveau scalabilité, de toute façon, c'est indispensable pour un jeu pareil, parce que sinon, vous imaginez bien que la moindre fusion de vos tokens ou le moindre gain en Illivium, bonjour, paye 25 $ pour claim un Illivium, s'il te plaît. Euh, et oui, donc voilà. Et peut-être petit dernier détail sur qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur celui-là. Il y a le frère de Kane Warwick dans l'histoire. Donc, Kane Warwick qui est un des créateurs de Synthetix. Et bon, non pas que la famille est grand point en DeFi, mais bon, par défaut aussi, c'est-à-dire que voilà, il a fait un petit fil en règle, Kane, et je crois que c'est ça le premier contact initial que j'ai eu avec le projet. Donc bon, ouais, je peux vous le dire probablement, j'ai participé donc à cette fameuse LBP. Ah oui, un autre truc qui était sympa aussi, c'est ils ont cumulé leur LBP, donc la vente initiale du token ILV, avec le fait que ça vous donnait droit à des premiers NFT, que vous allez des sortes d'avantages un peu uniques dans le jeu. Enfin, avantages, pas forcément. C'est plutôt de l'ordre du cosmétique. Mais pour en gros créer une sorte de statut spécial pour les gens qui ont contribué à cette vente initiale, donc qui ont permis au projet d'exister en quelque sorte, qui va après leur donner des, euh, des skins, des emojis et peut-être d'autres trucs en jeu. Donc ça, c'est un peu la même logique que vous voyez sur les Kickstarter ou les choses comme ça. Ah, si vous nous donnez X, vous avez ça. Sauf que là, c'est directement forcé sur la blockchain, c'est ça qui est cool. En gros, c'était un système très simple. Vous gagniez un point par Ether qui était commit, que vous avez mis sur la vente, hein, Idillium. Et après, ces points vous permettaient vous permettent toujours, je crois qu'il y a quelques jours, de claim différents, il faut que je connecte un wallet évidemment, différents NFT qui seront après réclamables en jeu. Alors que je vous dise pas de bêtises, il me semble qu'ils ont un système un peu hybride aussi. Là, je vais voir tout le détail quand on en reparlera, mais il me semble qu'il y a un système un peu hybride où en soi les objets ne sont pas des NFT, mais après vous pouvez les upload dans des shards qui eux-mêmes après sont transférables. Une logique comme ça. Donc à voir, mais en gros, ils travaillent vraiment à ce problème-là de possession pérenne des objets in-game, quoi. Donc, à suivre, vous pouvez aller voir le trailer aussi, c'est a priori assez beau, on va voir ce que ça va donner. Je vous laisse le site. Mais voilà, moi je garde ça sur mon radar, j'ai pris un peu d'Illivium aussi, comme ça je me dis peut-être que... C'est marrant parce que je ne l'ai pas tellement pris par investissement, disons, je l'ai plus pris par un... Ah, j'aime bien cette logique, j'aime bien ce jeu, j'aimerais bien en avoir un peu sous la main pour tester à l'occasion. Alors, bon, les LBP, je crois qu'on a fait le tour. On va se garder Faye pour tout à l'heure, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Tant qu'on est sur les L2, un autre truc. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer, hélas, parce que je n'ai pas de wallet dans ce navigateur. Mais sur StakeDAO, il y a donc la fameuse pool de... Ok, GateStump. Ouais, ça, t'as suivi, toi, j'ai l'impression. Donc, GateStump nous précise la logique des objets dans Illivium. C'est le principe de Gods Unchained. Tu gagnes d'abord des objets in-game non NFT et tu les transformes ensuite en NFT avec des fuse. Donc, ouais, c'est ça. Euh, alors, donc ouais, un point intéressant côté L2 et StakeDAO, parce qu'on a parlé pas mal de StakeDAO.
Donc, StakeDAO a lancé son staking. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez staker vos SDT directement sur StakeDAO. Je peux hélas pas vous montrer encore une fois parce que j'ai pas de wallet, mais c'est vraiment très simple. Et donc vous stakez pour obtenir du XSDT, qui est du SDT qui va gagner des SDT régulièrement. SDT qui sont en gros prélevés à différents niveaux sur le système et qui correspondent au revenu sharing du protocole, quoi. Donc autant sur les swaps que sur les autres mécanismes. Mais là où c'est intéressant, c'est, je vous l'avais mentionné au détour comme ça, mais ça va peut-être le coup de regarder un peu plus près. C'est que donc là, on est sur Comes, donc qui est un autre jeu sur L2 qui a son système de swap aussi. Et il y a différentes pools sur Comes en XSDT. Et attendez, je crois qu'il y avait juste un petit problème de prix. On va voir. C'est ça. Hop. Non, ça a l'air d'être bon. Peut-être un peu. Ouais, il y a peut-être un petit écart, mais pas énorme. Donc, vous avez différentes pools en XSDT, donc ça veut dire des SDT dans le profit sharing, qui après vous pouvez mettre avec vos autres tokens de StakeDAO si vous en avez, pour du coup farmer du Must, il me semble, c'est Must ici, ouais. Avec une API pas trop dégueu. Donc pour tester le L2, ça peut être sympa. Et notamment, une pool qui ne vous crée pas de risque supplémentaire autre que le risque de commerce et un potentiel risque au niveau de la liquidité, disons. C'est cette pool XSDT-SDT, parce que c'est donc du SDT dans le profit sharing et du SDT normal, qui fait quand même un petit retour pas dégueulasse. Donc à voir, mais voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et oui, comme quelqu'un l'avait bien remarqué, StakeDAO est aussi était listé dans les partenaires d'Illivium. Alors, à savoir ce qui va se passer de ce côté-là. Les partenaires, je sais pas si c'était les partenaires, mais c'était. On va voir comment ils présentaient ça. Ah non, c'est ça, les partners. Donc il y aura peut-être un petit truc sympa, peut-être au niveau de Blackpool, peut-être au niveau d'autre chose, on verra bien. Euh, Là, j'ai juste un navigateur un peu différent d'habitude. Je suis pas sur mon setup additionnel. Alors oui, après, avec cette pool, comme je viens de le faire là pour SDTX, SDT, vérifiez quand même les taux de change avant de swap, que les pools soient bien, bien pertinentes. Donc je sais pas, par exemple, il y a une pool, il me semble, voilà, SD Euro CRV XSDT. Donc celle-là, on peut vérifier que le SD Euro CRV est à peu près à son prix. C'est lequel? C'est celui-là. Du coup, on va le mettre en taille. Il n'y a pas de taille? Il y a USDC au moins. Mais juste pour vérifier son prix. Ah, là c'est mauvais signe. Alors après, ah non, c'est parce que le swap passe par une route bizarre. Ah d'accord, on va essayer de désactiver. Ah mais parce qu'il n'y a pas de route pour un swap pareil, oui d'accord. Mais en gros, juste vérifiez bien que vous êtes en train de commit sur une pool où les assets ont vraiment, elle n'est pas déséquilibrée, ils sont à la bonne valeur, quoi. Parce que sinon, euh, bah, vous risquez de perdre juste à l'entrée sur la pool, quoi. Donc ouais, attention au slippage, comme nous dit Didi. Et pour Illivium, donc la vente initiale est terminée. Il me semble que le jeu vise une bêta en mai, un truc comme ça. Et oui, si vous voulez y participer, je crois que ça se passe sur leur Discord, si je vous dis pas de bêtises. J'ai pas encore fait ça, mais il faudrait que je me manifeste. Donc ouais, à voir pour Comes, mais ça peut être intéressant. Je sais pas si quelqu'un a de la visibilité sur la durée du programme, parce que c'est vrai que si vous payez la migration, ça peut être un peu embêtant. C'était annoncé initialement pour une semaine, puis ils ont fait une deuxième semaine. Je sais pas s'ils annoncent semaine par semaine et ça va durer un bout de temps, ou si c'est vraiment que quelques semaines. Alors, là c'est un petit article sympa sur Alchemix, c'est en anglais, désolé, mais ça je pense que ça vaut le coup d'aller le lire tout à l'heure quand vous avez le temps.
Ah, et notamment parce que Alchemix a lancé une petite mise à jour cette semaine, petite sympathique, une nouvelle version du transmetteur qui en gros apporte des meilleurs rendements grâce à une composition plus fréquente, si j'ai bien compris. Et ça se traduit par sans doute changer. Et je peux pas voir les rendements si je me connecte pas avec mon wallet. Ah, tant pis. Donc là, tout à l'heure, ils étaient dans les 37% sur DAI au lieu des 12% habituels. Et ça, c'est assez sympa parce que ça veut dire qu'en gros, la dette est remboursée 2 à 3 fois plus vite qu'elle l'était auparavant. Donc voilà, c'est c'est la petite gift that keeps on giving, comme ils disent en anglais. C'est un peu ça. Je vous invite vraiment à creuser cette logique sur Alchemix. Je pense que l'idée de collatéraliser de la dette par du yield futur, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose de pertinent sur le long terme de la DeFi. Et oui, j'ai pas trop compris leur mise à jour, hein, Cosmos, si t'as bien suivi du coup, parce que pour moi, elle était déjà déposée sur Yearn, ou alors c'est la trésorerie du protocole qui est déposée sur Yearn pour augmenter le rendement des utilisateurs qui déposent eux-mêmes leur DAI sur Yearn aussi. Peut-être quelque chose comme ça. Euh, alors de là à dire que c'est safe. Ouais, d'accord. Oh, ok, ok. Merci, ça clarifie leur tweet, d'accord. Donc c'est ce qu'ils disaient là, mais j'avais pas forcément tout compris. Donc en gros, vous avez à peu près 200, à l'époque où il marquait ce tweet en tout cas, il y avait 280 millions de DAI sur Synthetix. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, il y avait juste les 80 millions d'utilisateurs déposés sur Ion qui farmaient. Et les 200 autres millions du protocole, apparemment, ils dormaient dans leur coin. Maintenant, ils sont déployés sur Yearn aussi et leur rendement est rajouté sur les dépôts des utilisateurs, ce qui permet d'augmenter le rendement. C'est un peu comme les pools sponsorisés de Pool Together à l'époque, quoi. Vous avez un autre capital additionnel qui farm pour vous, quoi. Ok, super. Ouais, c'est cool en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des gens calés dans le chat comme ça. On peut faire le travail un peu ensemble parce que maintenant il y a tellement de choses à suivre. Euh, donc, euh, est-ce que tu penses que ALCX est safe, le marketing est vraiment bizarre, les rendements super élevés? Bon, les rendements élevés, ça dépend. Ils sont, voilà, c'est de la distribution de tokens de gouvernance d'un protocole DeFi prometteur. Ça a été les premiers un peu à créer ce nouveau cas d'utilisation, j'ai envie de dire, ouais, on va dire comme ça, de dette collatéralisée par le rendement futur d'un dépôt en stablecoin. Donc déjà, rien que pour ça, c'est assez pertinent. En outre, l'équipe délivre assez vite, quoi, parce que le projet a pop il n'y a pas si longtemps. Il y a eu donc cette mise à jour-là, et on parle d'autres collatéraux. Et là, ça va créer des choses vraiment sympas, et notamment, comme le mentionne GateStamp, le ALIS. Donc en fait, la possibilité de faire la même chose que ce que vous faites aujourd'hui avec du DAI sur Alchemix, mais avec de l'Ether. Et ça, je pense que ça va parler à pas mal de gens. Oups, qu'est-ce que j'ai cassé? C'est bon. Donc on en reparlera aussi. On va sans doute. Oui, je vous en avais parlé l'autre jour. Faut que je m'avance là-dessus. Il y a un Français, je crois qu'il se cache quelque part dans la communauté, et on va essayer de faire un petit point ensemble un jour plus en détail, parce que pareil, voilà, même si vous ne l'utilisez pas personnellement ou vous en voyez pas la valeur pour vous, euh, je pense qu'il y a cette logique de voilà, la grosse idée à retenir sur Alchemix, c'est vraiment cette idée de euh, une dette collatéralisée par du rendement, par un actif qui produit du rendement, ce qui signifie qu'en soi la dette se rembourse toute seule grâce au rendement produit, ce n'est qu'une question de temps. Bien sûr, c'est un système ouvert, vous pouvez aussi vous-même rembourser votre dette et sortir avant. Euh, alors, je regarde juste un peu ce qu'on... Et oui, après, il y a encore des possibilités d'optimisation, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a des dépôts wide-eye. Après, à terme, il y aura sans doute des choses à faire. Il y a eu une époque où il y avait déjà des choses à faire avec un dépôt. euh, euh, il me semble que tu peux réduire la qualité irriguée aussi, c'est trop pour toi. C'est environ 3 ans pour le remboursement de la dette. En tout cas, ça, c'était avant la mise à jour du transmetteur. Peut-être que maintenant, ça va plus vite. Mais ça va, voilà, c'est un engagement comme un autre. Mais il faut vraiment le prendre dans l'optique de je pense que le cas d'usage standard, enfin pas standard, mais le plus évident, c'est ça.
Ouais, tu fais bien de pas toucher à Cree. Donc, le cas d'usage standard pour un truc comme Alchemix, ça serait ça. Mettez que vous voulez sortir, allez, on va faire un truc simple, mais quand même assez gros qui parle à dire. Vous voulez sortir l'équivalent de 25 000 dollars pour des dépenses X ou Y. Bon, bravo à vous, vous avez bien farmé. Maintenant, vous avez deux options en soi. Soit vous vendez des trucs et vous avez 25 000 dollars de stable et vous les sortez tels quels, pure perte. Maintenant, l'autre option, ça serait quoi? Alors, le désavantage de l'autre option, c'est qu'au lieu de 25 000, il va vous falloir mobiliser deux fois la somme, donc 50 000. Mais maintenant, avec vos 50 000 dollars, vous faites quoi? Au lieu de les sortir tels quels, vous les mettez sur Alchemix pour générer 25 000 ALUSD, avec un prêt qui se rembourse tout seul. Vous dépensez vos ALUSD, et vous revenez dans 3 ans, et vous retrouvez vos 50 000. Donc il y a ce côté-là vraiment de, pour une sortie ou pour des besoins de dépenses en stablecoin, même pour investir dans des projets ou autres, ça peut être assez pertinent, puisqu'en gros, voilà, vous prenez un engagement sur le temps, donc après il y a tout le risque du protocole sur cette période, et ainsi de suite, mais on comprend bien aussi que d'un point de vue économique, ça peut être très intéressant, euh, puisque en soi, ça vous permet de dépenser sans avoir à partir d'une dette, quoi. Et en outre, ça c'est le flux de sortie, disons. Mais après, voilà, je crois qu'on le signalait déjà dans le chat, mais les opportunités en ALUSD ne sont vraiment pas vilaines en ce moment, et elles vous permettent d'avoir le token de gouvernance encore d'Alchemix. Donc il y a aussi des options pertinentes à ce niveau-là. Mais ouais, vraiment l'idée centrale c'est ça, c'est prêt collatéralisé par Alors, collatéralisé par un actif qui produit un rendement et remboursé par le rendement de cet actif. Je pense que c'est, pour être précis et concis, c'est le plus simple. Et ça, je pense que ce concept-là, comme toute bonne idée de DeFi, vous allez l'avoir à plusieurs sauces, que ce soit Alchemix ou un autre. Mais en l'occurrence, voilà, Alchemix a été le premier, il a prouvé que ça marchait. Bon, il va falloir voir dans le temps maintenant, mais ils ont un petit milliard maintenant dans le protocole au total. Donc ça a l'air de tourner pour eux. Et surtout, il y a une approche aussi très communauté DeFi, disons, dans le projet, quoi. C'est-à-dire que, bon, voilà, ils construisent avec Yearn, ils sont très à l'écoute, il y a une communauté qui s'est formée assez vite. Je suis pas encore très connecté avec tout ça, mais voilà, c'est une belle idée. Et ce qui est marrant aussi, oui, je crois que vous l'avez déjà mentionné, mais quand même pour vous donner une idée de la demande qu'il y avait derrière ça, c'est au lancement d'Alchemix, ils ont pété les limites des Vault Yearn. C'est-à-dire que Yearn venait de lancer ses V2 de Vault, et je crois qu'elles avaient une limite maximale à 50 millions de dollars. Et Alchemix s'est lancé quelques jours après, et en un jour, ils ont éclaté la limite du Vault Yearn. Ils ont dit, bon, après, voilà, c'était juste une limite de prudence, disons, hein. Donc après, Yearn je sais pas s'il y avait besoin d'une décision au niveau de la DA ou autre, mais ils ont rapidement augmenté le plafond et Alchemix a pu continuer à se développer. Mais voilà, ça veut donner une idée de la demande qu'il y avait pour ce truc-là, quoi. C'est-à-dire, les gars, ils ont pété un ceiling de 50 millions de dollars en une journée. À voir après, ouais, ça serait top qu'il y ait un petit Alchemix qui se lance sur BSC avec la même logique que Ellipsis, mais ouais, voilà. C'est un peu le cheval de Troie de la BSC, ça, Ellipsis, hein. Il faut faire attention. Alors, que je me perde pas complètement en route. Donc, Alchemix, la petite mise à jour, ça c'est cool. Super fluide. Ouais, on va parler de ça aussi, parce que ça c'est vraiment important. Et en plus, là, il y a du français. Alors, il y a John qui vous propose une traduction d'un article sur la pratique du mardi, sur Superfluid, qui est donc une sorte de... alors, j'aime bien Superfluid parce que c'est un projet qui est là depuis un petit bout de temps et porté par un gars qui est en plus vraiment cool, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'époque. Maintenant, ça fait un petit bout de temps. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est le streaming pour l'argent. Donc, c'est-à-dire être capable de créer des flux, des cash flows, comme ils disent en anglais, mais pas dans le sens, ah, vous faites rentrer de l'argent parce que vous avez un business, mais dans le sens, vous êtes en train de streamer de l'argent d'une manière ou d'une autre, euh, par seconde, donc, vers quelque chose. Et bon, on peut se demander pourquoi, donc pourquoi, à quoi ça peut bien servir. Ben, c'est vraiment en fait manifester ce côté programmable des tokens
eh bien, il faut donc une sorte d'infrastructure sous-jacente pour que cette programmabilité fasse le plus de sens possible. Et ça, c'est vraiment un peu, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une brique primitive. Je pense que c'est le mieux de la meilleure qualification. C'est dans le sens où c'est pas un protocole en soi super fluide qui va péter la baraque et qui va vous faire plein de trucs, mais c'est que ça permet facilement à des gens de créer des flux et potentiellement à des protocoles à terme de créer des flux. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, cette idée de programmable cash flow, c'est plutôt, il le présente plutôt pour, voilà, vous voulez payer un freelancer et vous avez convenu que ça paye au jour, je sais pas, c'était 300 DAI. Ben, avec ce système-là, vous pouvez commit directement le budget au mois et c'est streamé. Des choses qui peuvent être assez sympas pour la transparence et tout ça. Ou, comme quelqu'un le mentionne dans le chat, les abonnements. Parce que les abonnements, mine de rien, c'est un cas à... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je pourrais vous donner un chiffre, mais ça serait nawak, parce qu'on pourrait faire x10 dessus, ça serait encore nawak, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les abonnements, c'est vraiment, il faut le comprendre à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que d'un point de vue des sociétés, des investisseurs, ils adorent les abonnements. Pourquoi? Parce que pour eux, ça veut dire cash flow prédictible. C'est-à-dire, prenez le cas simple sur un jeu vidéo. Vous êtes une boîte, vous lancez votre jeu, euh, vous en lancez un jeu tous les 2 ans qui se vend 60 balles. Bah ça vous fait un revenu qui va faire qui va s'exciter à à la sortie du jeu et après descendre assez rapidement. Maintenant, vous faites le même mécanisme, sauf que c'est un jeu en ligne et maintenant les gars ils payent 10 euros par mois. Et bah, dans tous les cas, la situation de 10 euros par mois, bon, même avec des montants similaires, est bien plus intéressante parce qu'il y a ce côté, pour le développeur, eh bien, ils ont 10 millions d'abonnés, ils savent qu'ils reçoivent 100 millions par mois. Point. Bon, avec les frais et tout ça, mais vous voyez bien, vous comprenez bien que c'est critique à ce niveau-là pour eux. Ça rend la pérennisation beaucoup plus facile et surtout, c'est beaucoup plus prévisible en termes d'avenir financier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui essaient de se lancer avec des modèles à abonnement, parfois des trucs un peu à la con. Mais il faut bien comprendre qu'en gros, le cas de l'abonnement euh, blockchainisé, j'ai envie de dire, il est pas vraiment résolu, quoi. Il y avait cette EIP 1339, si je me dis pas de bêtises. Est-ce que c'était la 1339? Non, aucun rapport. Ouais, attends. Bon, après, ouais. Bref, il y en avait déjà une qui avait été essayé de faire un standard pour. Mais je crois que d'ailleurs, c'était un peu les mêmes gars qui étaient impliqués dedans. Qui avaient fait faire un standard pour les paiements streamés, pour les abonnements. Mais voilà, il faut vraiment comprendre le truc où, en gros, à terme. euh, Et voilà, oui, les SaaS, par exemple. Même à terme, penser. Je sais pas, moi, penser bankless, si un jour il y a une formule premium ou autre. Moi, ça m'a toujours fait péter un câble. Même des trucs genre. Je sais pas, il y avait Parsec à l'époque ou d'autres applications qui sont genre des dashboards DeFi, des newsletters DeFi ou autres, et vous arrivez à... Eh oui, voilà, c'est Sablière, le projet, merci Cosmonaut. On fera un petit tour après. Euh, et donc vous arrivez et on vous demande de payer avec une carte bleue pour un dashboard DeFi ou un service d'information ou autre. Moi, ça me rend fou. Je me dis, mais merde, attends, on est en train d'inventer le futur de l'argent et tu me demandes de l'argent de barbare pour ton service, où on va, tu vois, il y a une sorte de manque de cohérence qui peut être dérangeant. Donc c'est pour ça, entre autres, hein, que je suis de près ce coup des abonnements parce qu'il faut se rendre compte aussi que ça s'y prête très bien. C'est-à-dire en soi, vous allez arriver à voir quel va être l'UX final. Mais un peu comme quand vous contractez une assurance sur Unslashed, où vous arrivez, on vous dit, bon ben voilà, ça va coûter tant 10 par période, vous faites un premier down payment, donc la première sous-période, quoi, puis après le truc tourne. Là, ça serait pareil, vous arrivez, ça coûte tant, hop, et c'est en continu, mais sans arnaque possible, et surtout, moi, ce qui m'excite beaucoup, c'est que le cancel, l'annulation, est aussi simple que la souscription. Potentiellement, en tout cas. Après, à voir s'ils ont décidé de faire n'importe quoi avec leur système. Mais, euh, comment dire, ça permet d'avoir, ça permet d'avoir, pardon, je vais noter un truc qui est, ça permet d'avoir donc, bah, de résoudre un peu le problème. Vous le connaissez tous, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va citer comme boîte absolument honteuse en France à ce niveau-là? Non, on n'a pas encore parlé de fade Pushing, t'inquiète pas, on y arrive. Tiens, si, il y en a une, j'ai entendu cette histoire-là. Prenez un truc de dinosaure, genre France Culture.
Vous allez les voir, et je sais plus, ils ont une souscription à leur club, à la con, tout ça. Eh bien, je sais même pas à quoi ça sert d'ailleurs, j'ai acheté leur bouquin, je crois, bref, on s'en fout. Ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, il y a une sorte, s'engager là-bas, c'est en gros, vous faites le premier paiement et c'est parti. Mais se désengager, c'est une procédure sur plusieurs mois, années, lettres recommandées, machin. Donc, honte à vous, France Culture, vous avez une politique pitoyable et le jour où vous allez disparaître, on vous manquera pas, mais en même temps, c'est pas surprenant, hein. Enfin, vous ne manquerez à personne. On va le dire comme ça. Parce que c'est ces pratiques-là qui font que bah, c'est des pratiques vraiment de rapace, des pratiques assez prédatrices, quoi. Et moi, ça m'enthousiasme pas mal d'avoir des solutions techniques face à ces pratiques prédatrices. Parce que pourquoi ils mettent en place ces pratiques prédatrices dégueulasses? Parce qu'ils passent par un prestataire pour gérer leurs abonnements, qui sont des pros de ça, enfin pro, voilà, pro de comment on rend le désabonnement le plus dur possible, parce que pour eux, ça veut dire qu'ils maximisent le retour pour leurs clients. Enfin, il y a tout un tas. C'est un peu comme le problème des audits en DeFi. Vous payez un gars pour faire l'audit de votre protocole, il va vous demander une blinde et pour vous dire que c'est safe. Parce qu'en même temps, vous voulez pas entendre d'autres réponses que ça, vu que vous, le protocole, le payez pour faire un audit. Vous voyez, faut vraiment regarder les flux et tout ça. Là, c'est le même problème. C'est en gros, bah voilà, par exemple, Le Monde va payer un service pour gérer ses abonnements. Du coup, ce service-là, il va essayer de maximiser la rétention, vu que c'est probablement d'un côté ou de l'autre. Bref, vous voyez la logique, on s'y perd en route. Là, on arrive avec un truc où en gros, ça s'implémente par smart contract, et bah, c'est un système clair, transparent. J'imagine que ça va venir avec tout un ensemble pour que le business, il ait son joli petit dashboard avec, ah tiens, regarde, tu as 277 personnes qui ont souscrit ce mois-ci, ça te rapporte tant, et ainsi de suite. Ils unsubscrivent à telle condition. Bref, vraiment, le nom est plutôt assez malin là-dessus, donc super fluide, quoi. Voilà, créer des streams de paiement que vous pouvez aussi cancel comme ça, mais en même temps, ça apporte cette prédictabilité sans cloisonner l'utilisateur. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. Et en effet, on mentionnait Sablier, en fait, je vous disais, j'avais rencontré je le confondais avec celui-là, qui est une autre approche. D'ailleurs, il commence à avoir pas mal de dépôts, il me semble, hein. Je l'avais vu popper sur DeFi Lama, qui est une autre approche alors eux, ils appellent ça real-time finance, mais c'est un peu la même logique. Ah, et voilà, c'est eux qui ont mis en place un standard, qui est donc le ERC 1620. Et ben ça, c'est un standard qui permet de créer des money streams, quoi. Donc c'est un peu la même logique. Alors je crois qu'ils ont quand même des approches différentes. Faudrait voir. J'ai pas testé personnellement ces apps, mais ça va vraiment être la logique en fait, à quel point ils sont capables d'être faciles à mettre en place pour que, en gros, je vous dis, voilà, le endgame, disons, pour des trucs comme ça, ou en tout cas leur premier endgame, ça serait quoi? Bah, ça serait que, par exemple, si, je sais pas, John sur Bankless, il se sent chaud un jour de lancer une version premium à, je sais pas, 5 DAI par mois, où il y aura des articles vraiment spéciaux, plus, je sais pas quoi, et ben qu'il puisse en quelques minutes, en quelques heures, en signant quelques TX, mettre ça en place, intégrer sur son site propre, et il y aura tout l'écosystème autour qui gère ça pour lui, quoi. S'ils ont un truc comme ça, alors là, on a un potentiel raz-de-marée, parce que il y a déjà Bankless Premium, oui, mais je vais vous parler de Bankless FR, là, qui n'a pas de premium. Oui, Bankless Premium, d'ailleurs, je crois que c'est payé en carte de crédit, non? Ça me dérange un peu. Bref, je me perds en route. Pardon. Et donc oui, en gros, d'avoir des modèles d'abonnement, mais non prédateurs, sachant que bah, ça peut être utilisé à plein de choses. Euh, et il y a, comment dire, et il y a notamment aussi des choses un peu perturbantes. Par exemple, dans une autre logique d'abonnement, Patreon pour supporter les youtubeurs. Alors ça fait longtemps que j'ai pas regardé les frais, mais il me semble que la dernière fois que j'avais regardé, c'était 7%. Vous imaginez, c'est un site pour sponsoriser vos youtubeurs pour leur faire des dons récurrents. Vous donnez 10 et le gars il a 9,30. Parce que Patreon se goinfre 70 cents. Donc voilà, en fait c'est un peu toujours la même logique si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des prédateurs de prédateurs, et à un moment donné ils sont tellement prédateurs qu'arrive un prédateur à gants de velours, j'ai envie de dire, qui arrive avec une jolie petite visage, une belle histoire, et qui prend 3% de moins que le concurrent, donc du coup il passe pour le sein de l'industrie, sauf qu'en fait il se gaffe toujours une partie disproportionnée du paiement. Donc à vérifier pour Patreon, c'est peut-être un peu moins maintenant, mais voilà, ça reste toujours un problème. Et là,
Je veux dire, un truc comme ça sur L2 bien conçu, à terme, on peut envisager des frais vraiment extrêmement compétitifs par rapport aux services existants. C'est-à-dire des systèmes qui permettent à vos utilisateurs de donner un DAI par mois et il va y avoir des frais effectifs bien inférieurs à ce qu'on peut voir, qui sont de l'ordre de plusieurs pourcents dans les services équivalents dans le monde classique. Parce qu'il faut savoir aussi que dans le monde classique, il y a les frais du prestataire de paiement, des cartes et des choses comme ça. Mais ouais, et ça à terme, c'est vraiment pertinent. Et aussi, oui, comme le remarque FranceSum dans le chat, j'aime bien aussi, FranceScum, pardon. Et il pourrait faire en sorte qu'on puisse squeezer les virements auto et les prélèvements des banques. Et ça, c'est vrai qu'il faut avoir en tête moi qui parle à beaucoup de gens qui découvrent la DeFi et tout ça, un des premiers trucs qui leur vient en tête après, c'est une fois qu'ils commencent à intégrer, c'est OK, mais comment je paye mon loyer? Et puis mon Netflix, et mon téléphone et tout ça. Et bon, là, à ce niveau-là, il y a des solutions, il y a les cartes ou autres, mais il y a vraiment ce côté de l'infrastructure de paiement du monde est archaïque, par définition. C'est-à-dire, il y a encore des endroits où vous payez avec des chèques. Il y a des gens qui veulent des virements récurrents sur leur compte en banque pour louer un logement ou des choses comme ça. Et donc, en gros, la question, c'est comment on se connecte avec cette interface archaïque en étant pure crypto, ou on la remplace, quoi. Et là, c'est vrai qu'on pourra avoir une solution pour donc faire de l'abonnement et contourner tout ça. Et à terme, vous pouvez même envisager sur un superfluide ou sablier en mature que, je sais pas, ce soit une option de paiement pour votre Netflix, pour votre Spotify, pour tous ces trucs-là, quoi. Donc c'est vraiment ça le end game pour ces trucs-là. Mais je pense qu'entre-temps, il y a toute une adoption plus sur les crypto-natives pour payer des salaires, pour les premières communautés ou artistes qui vont supporter comme ça. Mais il faut vraiment avoir en tête aussi le fait de l'infrastructure bancaire étendue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que faire des paiements, c'est juste la base du bancaire, ou des prêts, c'est un des trucs. Mais la plupart des gens, ils ont aussi des besoins autres, notamment des prélèvements automatiques tous les mois sur leur compte. Donc comment on regère ça version crypto, et après toute la logique des chèques. Ah mon Dieu, quelle horreur, mais ça existe encore. Et d'autres, après la logique des cartes, potentiellement ça c'est déjà bien couvert. Alors, euh, est-ce qu'on se parlerait pas un peu de Faye maintenant? Parce que je sens qu'il y a beaucoup de sel sur ce sujet-là. Alors, je sais pas trop comment. Je vous ai mis celui-là. Je vous ai mis le lien du Bankless. Je vous le remets au cas où, parce qu'il n'était pas dans les bots. Donc, pour creuser cette logique sur Superfluid, vous avez un article dans le Bankless FR de cette semaine. 2 heures, il y a 2 heures, donc tout frais. Et, hop, j'aimerais qu'on reparle un peu de Faye, qui apparemment est en train de. Pourquoi CoinMarketCap qu'elle entre qui est apparemment un peu en train de souffrir. Donc on va aller voir les analytics. En effet, ça continue à pas être la joie. Et au niveau du prix ici, 94 cents. C'est marrant. Il y a un marché secondaire maintenant. Comment il a un prix plus bas? Ah ouais. Hmm. Donc, plusieurs choses sur ce petit fail. Hum, donc moi, je suis content qu'on l'ait suivi en live, hein. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, il y a des gens qui sont un peu énervés sur ce qui s'est passé à la vente ou autre. Quand vous committez des is sur un protocole qui se lance avec un concept peu pas testé, il faut accepter qu'il y a un risque. Moi, je trouve ça. Alors, on va le dire comme ça. Si vous avez découvert une fois que vos is étaient commit, qu'ils étaient commit, que c'était plus des is, alors je vous conseille d'arrêter tout de suite et de faire une pause et d'arrêter de commit dans un protocole sans se renseigner avant. Parce que vraiment, vous allez vous faire massacrer. Si vous n'êtes pas fait massacrer sur ce coup-là, ça sera pour le prochain. C'est-à-dire, vraiment, c'était marqué partout, c'était assez évident. On me l'a dit plusieurs fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui ont découvert que, oh zut, j'ai plus mes is, quoi. Bah oui, tu les as commit, tu les as donnés au protocole. Enfin, pas donné, le protocole, t'as reconnu ta contribution. Mais déjà, c'est le premier truc à avoir en tête. Alors après, moi, je reste très optimiste sur cette idée de protocole control value, même si pour l'instant, disons au niveau de Tribe, ça a pas forcément, euh, ça a pas forcément fait le meilleur départ. Euh, je sais pas si on a déjà vu un reweight, non, je crois pas encore, hein. Le fameux rug pull par le protocole. Il me semble pas que ça ait eu lieu encore. Euh, mais
Ouais, après, ce qui est plus intéressant, c'est toute la discussion qu'il y a eu sur Twitter, qui vous donne un bon aperçu aussi côté toutes les questions relatives à la liquidité, qui sont donc, il y avait pas mal de réactions que j'ai bien aimées, mais je pense que la plus pertinente, comme souvent, c'était celle de Marc, où donc Marc, bon petit troll qu'il est, il remarque en fait qui est absolument factuel, hein. Il y a déjà eu deux rebases. Ah, d'accord. Donc, malgré le fait que le protocole Rug-Pull, Rug-Pull, hein, c'est entre guillemets bien sûr. En gros, le protocole retire la liquidité pour corriger le prix, après recommit la liquidité. Malgré tout, ça retombe immédiatement. Putain, c'est bizarre, on voit même pas l'impact sur la courbe. Désolé, je suis un peu en vacances. Oh, on l'a même pas vu remonter au dollar du coup. C'est ça que je comprends pas, moi. S'il y a eu. Alors, si on prend 7 jours. Non, même pas. Ou alors peut-être le feed de CoinGecko est pas bon. Ah, génial. Et le deuxième a foiré, ils ont trouvé un bug. Ça, c'est un beau lancement pour un truc de VC quand même. C'est vrai que c'est un peu amateur, quoi. Alors, on va en parler du tribe, t'en fais pas, on y vient. Mais donc, déjà sur la liquidité de Faye, parce que c'est un beau cas pratique. C'est que, en fait, il y a un truc assez. La situation actuelle est assez stupide en soi. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de sens. Pourquoi ils ont choisi Uniswap V2? Bon, après, il y a probablement des thématiques de. Ils devaient lancer à ce moment-là et tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, c'est marrant parce que c'est la plus grosse paire en termes de liquidité sur Uniswap, mais en termes de liquidité disponible, mais en même temps, elle supporte pas, à cause du mécanisme de Fay et d'autres, euh, elle supporte pas des volumes monstrueux comme on pourrait s'y attendre. Et donc c'est là ce que Marc remarquait, c'est en soi, qu'importe ce que veut faire Fay à terme, pour leur vision, c'était absolument stupide de se lancer sur V2. Il y avait énormément plus de pertinence à attendre Uniswap V3. Pourquoi? Mais parce que vous vous souvenez de notre live sur Uniswap V3, il y a cette capacité à concentrer la liquidité, où je vous disais déjà, je remarquais à l'époque que bon, sur des paires comme ça, c'est plus ou moins intéressant, c'est un pari, mais là où c'est particulièrement intéressant, c'est sur des paires stables. Puisque là, alors après, on va faire quelques hypothèses, hein. Mais a priori, si le protocole a un mécanisme pour que quand c'est à 95 cents, ça recouple pour le ramener à 1 dollar, et que ce mécanisme marche, ça permet au protocole de concentrer toute sa liquidité dans la zone 95-1,05 par exemple, vu qu'il y a une forme de garantie qu'à 1,05 à 0,95, ils vont pouvoir corriger le tir. Et quel impact ça aurait ça? Bon, j'ai pas les maths en tête, mais on est sur du x200, 300, 400, quelque chose comme ça, sur la liquidité effective. Et donc là, on aurait vraiment eu une pool capable de bouffer n'importe quoi comme trade dans la tronche. Là où aujourd'hui, à cause du mécanisme de Fay, mais aussi d'autres, bon, là, il y a le. En plus, sur Uniswap, ça va me donner un. Faut le faire sur le site de Fay directement. Parce que là, ça va me donner le prix. Là, en plus, on a les incentives directs sur le dump, donc ça va pas faire quelque chose de très pertinent. Euh, Mais ouais, vous voyez bien que rien que là, bon, là on est en négatif, c'est avec ces incentives-là. Le pire, c'est que les incentives sont mal équilibrés aussi, ça on y reviendra. Parce que j'ai pas de bonus en achetant sans is de fail, là. Génial. Euh, Mais donc voilà, ça aurait bien résolu un peu cette question de comment rendre cette liquidité sur Faye plus efficace. Il y avait une première option, c'était Uniswap V3, donc attendre quelques semaines pour pouvoir le sortir. Après, il y aurait eu bien sûr la logique de Curve, donc d'avoir une pool sur Curve contre d'autres stablecoins. Mais là, ça aurait été assez compliqué en termes de relationnel de l'équipe, on va le dire comme ça. Après, il y aurait eu d'autres options, hein. C'est-à-dire que même là, si vous voulez juste une pool bête et méchante, pourquoi pas la foutre sur Sushi, où ils auraient pu avoir, l'équipe Sushi est généralement assez ouverte, ils auraient pu avoir un programme on-scène dessus et donc avoir du sushi en plus, avoir une logique avec une pool pareille et leur accumuler pas mal de sushis, ils auraient pu commencer à faire un vault en X sushi, bref, des choses assez sympas, si vous voulez vraiment absolument lancer là. Euh, Hop, donc, désolé, je prends une petite note. Donc, donc voilà, moi je pense que c'est un peu brouillon, je le dirais comme ça, en termes de lancement, surtout quand on voit les montants et les fameux VC qui n'attendent que ça. C'est un peu brouillon. Malgré tout, je trouve que les gens sont un peu
un peu excessif, un peu vénère sur Faye, quoi. Parce qu'en soi, c'est un truc expérimental, on le savait. Il y a des problèmes. Donc après, il y a même des problèmes là sur le mécanisme d'équilibrage et les bonus sont désactivés pendant ce temps-là. Donc voilà, en vrai baptême du feu un peu compliqué. Mais je pense que tout n'est pas noir sur le long terme pour un truc comme ça. Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Pour finir la boucle aussi, il y a donc sur le token Tribe, qui lui aussi s'est bien fait massacrer vu ce qui se passe sur Faye. On va aller voir ça. Il doit être à 1$ et quelques maintenant. Ouais, c'est ça, 1,60. Euh, pardon. Donc il y a le programme de liquidité qui s'est lancé sur Tribe. Si vous avez participé à la vente, vous pouvez donc mettre vos Faye Tribe pour gagner plus de Tribe. À voir. Là aussi, c'est marrant qu'ils aient fait un choix de comment dire, incentive sans aucune complètement. Vous pouvez arriver, farmer pendant 1 minute et vous casser. Ou, enfin, il n'y a pas, il y a aucun biais pour rester longtemps, aucun lock, rien du tout. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là où c'est un peu. Moi, c'est peut-être ça qui m'inquiète le plus dans le lancement, quoi. C'est-à-dire, comme je vous le disais dans le tweet, des erreurs qui mettent en question la compréhension de la DeFi par l'équipe Faye elle-même, malgré tous ces investisseurs et tout ça. Puisque là, on est des petits randos en train de discuter de ça pépère, et on remarque quand même des idées qui auraient permis d'augmenter l'efficacité de leur protocole par un facteur monstrueux, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginez qu'ils attendent la V3 d'Uniswap et qu'ils se lancent, ils auraient une liquidité 400, 200, 300 fois plus efficace. Et ça, c'est un. Après, ils auraient fait un truc propre au niveau du Fay Tribe. Donc, bon, là, pareil, c'est une pool Uniswap V2, comme ça, pas plus de réflexion. Pourquoi pas? Mais a priori, ils ont besoin qu'elle soit sur le même exchange que celle de Fay, donc il y a cette limite-là. Mais là, pareil, ils auraient pu au moins faire un petit programme, je sais pas, sur les 3 premiers mois pour stabiliser la liquidité et faire une sorte d'incentive à être LP sur le long terme sur Fay. Non, rien à faire, il faut un truc complètement liquide. Euh, donc voilà, moi c'est plus ce genre de choix-là qui me laisse un peu perplexe euh, et qui peuvent être plus inquiétants. Mais après, c'est surtout comme tout projet, à voir comment la communauté se réattribue ça, se réapproprie ça et est-ce qu'ils sont capables de corriger le tir rapidement, quoi. C'est-à-dire que si par exemple il n'y a pas de migration de la pool Uniswap d'ici les allez, 1, 2 prochains mois, énorme red flag et ça passe dans la zone grand danger, quoi. Parce que les gars, ils ont sur une structure de liquidité qui fait aucun sens. Tout le monde le sait, ils le savent. S'ils la maintiennent 2 mois, soit il y a incapacité technique à délivrer ou à changer juste un programme de staking basique et leur PCV, soit il y a d'autres problèmes plus profonds, mais dans les deux cas, ça sent pas bon. Ça serait mon avis sur Faye. Après, un autre truc qui est marrant, c'est en termes on a la réponse aussi pour ceux qui étaient là sur le live initial, le tout premier qu'on avait fait sur Faye. On a la réponse à la question, c'était quoi le meilleur plan? Alors, j'ai pas réussi à vous retrouver le tweet, hélas, désolé. Peut-être que vous allez le retrouver dans le chat. Euh, mais en fait, le meilleur plan, c'était quoi? Ben, c'était bien ce que j'avais en tête, mais j'ai pas osé vous le dire assez explicitement. Et puis, de toute façon, ça a été gagné par une whale avec un, enfin une whale, oui, une assez grosse whale qui a surtout fait des TXA, des Gwei de tarés. Où en gros, qu'est-ce qu'il a fait ce petit malin? Mais il a posé 3 milices dans la sale, quelques heures avant la fin. Il a choisi de pré-swap 100%, donc il a eu l'intégralité en tribe, et il a été le premier à dump sur la pool tribe qui s'est lancée, où il a vendu environ 3$ et quelques l'unité. Donc en fait, le mec, c'est simple, il a mis 3000 Ethers. 2 heures plus tard, il est sorti avec 3600 en dépensant pas mal en gaz, mais vraiment même pas un Ether, quoi. Donc peut-être un Ether, mais voilà. Donc un beau profit sur le dos de tout le monde. Et ça montre bien aussi que bon, ben voilà, leur système était pas mal au niveau de la genèse, mais il y avait quand même des choses qui laissaient à désirer. Et notamment, en gros, ils ont été front-run par un particulier, disons, donc, on s'en fout de qui c'est, on soit par un wallet, quoi. Et bah c'est un peu dommage, quoi. Ça montre que le mécanisme en soi n'était pas si solide que ça, même pour la vente. Donc, petite déception encore à ce niveau-là. Donc, à voir. C'est dans l'ensemble un lancement assez brouillon. Mais après, on a vu plein de trucs qui partaient un peu brouillon et qui ont très bien évolué.
Je vous rappelle que si vous regardez crypto Twitter après le lancement du CRV token, la plupart des gens étaient en panique, en PLS, ils se demandaient ce qui se passait, qu'est-ce que c'était ce truc, c'était nawak. Voilà, on voit ce que c'est Curve aujourd'hui. Bon, je vous dis pas que ça c'est un prochain Curve, hein, mais je vous dis juste qu'on a déjà vu des trucs un peu brouillons au début qui ont bien repris. Là, il y a quand même des choses un peu plus inquiétantes en dehors de l'aspect brouillon. Donc, je suis pas extrêmement optimiste sur sur le long terme de Faye, disons. Mais après, je pense qu'il y a quand même une réelle demande pour des stablecoins avec des approches différentes, que ce soit Faye ou un autre. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à en faire. Euh, il me restait quoi? Si, il me restait un dernier petit truc qui est plus. Donc, on parlait tout à l'heure, mais on est passé un peu vite dessus. Où on a donc, si on prend en compte, on va le mettre comme ça, il y a 100 milliards de dollars dans de la finance programmable sur différentes blockchains, dont environ 80 milliards en DeFi. Je pense que c'est la manière de le présenter. Parce que j'ai un peu du mal à appeler ce qui se passe sur la BSC de la DeFi, mais ça reste, ça suit des logiques similaires avec des limitations plus importantes. Mais donc c'est un cap vraiment important qui a été franchi, surtout pour ceux qui suivent depuis un petit bout de temps, où je vous rappelle que bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'on franchissait le milliard en DeFi, vous allez retrouver, c'était un peu plus d'un an, quoi. Ah, ils ont pas l'historique aussi loin, hélas, hélas sur DeFi Lama. Mais donc il y a vraiment ce côté-là où, bon, 100 milliards après, je vous rassure tout de suite, hein, pour des gars qui font de la finance ou de la banque classique, c'est que dalle encore, hein. On est toujours assez modeste, quoi, par rapport à, je sais pas, aller voir la taille du marché des dérivés ou des trucs comme ça. Enfin voilà, on est toujours des pygmées de pygmées, mais on commence à rentrer dans le début de la grande cohorte, quoi, en termes de cap. Et c'est surtout après, ça va être une question de rythme, quoi. Est-ce que le taux de croissance depuis le début de l'année se maintient? Parce que pareil, je vous rappelle qu'on a commencé l'année. Là, on va se mettre en début d'année là. Allez, on va le mettre juste sur Ethereum, comme ça, il y a pas de shenanigan. Hop. On a commencé l'année avec grosso modo 20 milliards. Donc, en 3 mois et quelques, 4 mois sur Ethereum, la DeFi a quadruplé de taille. Merci Benoît pour le sub. Euh, et après, la question qui se pose, bon, moi je fais pas d'analyse de prix et tout ça, mais là il y a une sorte de petite conjecture qui se met en place, dans le sens où on a pas mal d'interactions à plusieurs niveaux entre tous les marchés, disons. D'un côté, il y a ce fameux lancement de Coinbase en bourse qui arrive bientôt, je crois pour le 14 ou un truc comme ça, au plus tard. De l'autre, il y a les fameux, là il va falloir suivre ça, je crois que c'est demain ou après-demain, où vous avez les entreprises américaines qui doivent rendre leurs comptes, et notamment les actifs qu'elles possèdent. Et donc on va savoir s'il y a effectivement eu une forme d'implication de certaines entreprises, en tout cas, dans les cryptos. Est-ce qu'elles ont mis du Bitcoin ou de l'Ether sur leur balance sheet, comme ils disent en anglais, quoi. En gros, est-ce que la société, comme a pu le faire Tesla, a acheté des cryptoactifs? Et ça pourrait être un signal assez fort pour les institutionnels, sachant que on est déjà dans disons, dans ce flux sur les institutionnels, où on a eu toutes les séries de nouvelles sur l'USDC avec Visa et ainsi de suite. On sent un peu une sorte de narratif qui se met en place de euh, une DeFi, en tout cas une partie de la DeFi qui commence à se préparer pour les instituts. Euh, alors, et oui, c'est vrai que, remarque pertinente d'Antoine Onmap, il ne faut pas oublier que quand on mesure la valeur en dollars, eh bien, la DeFi, c'est composé de tout un tas d'actifs, du Bitcoin, de l'Ether, des stablecoins, et que notamment par rapport à il y a un an et demi, 2 ans, le prix de l'Ether, par exemple, a grandement augmenté, pareil pour Bitcoin, et ainsi de suite. Donc il y a eu un peu un effet mécanique, c'est pour ça qu'on voit des croissances aussi rapides, mais en termes de même d'unité, à voir si ça a quand même pas mal bougé. Je sais plus si c'est lequel qui pouvait nous faire le total en Ether. Bon, j'aime pas trop DeFi Pulse, mais je crois qu'ils ont les stats en Ether.
Non? Ils le font en USD aussi. Ah. Alors, il y a peut-être un endroit où vous pouvez checker ça en Ether directement pour voir si réellement ça a bougé. Euh, Pardon, je me suis un peu perdu dans ma réflexion. Mais donc oui, toute cette logique du est-ce que le train institutionnel américain arrive bien ou non? En fait, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Alors ça va pas forcément jouer sur 3 jours, mais c'est vrai que là, on aurait un signal fort si on a effectivement des compagnies de taille. Allez, on va vous donner le scénario idyllique, mais pour que vous compreniez bien. Si on a Apple qui, d'ici quelques jours, semaines, annonce qu'ils ont du Bitcoin et de l'Ether sur leur, dans leur compte d'entreprise, quoi. Ah, il y a sur DeFi Pulse, il y a l'Ether. Attends, je suis allé trop vite. En haut à gauche. Où est-ce que tu vois ça? Ah là, tout petit. Voilà. Donc même en Ether ou en Bitcoin, on voit qu'il y a quand même une croissance. Alors ça, c'est conversion Ether ou c'est juste le nombre total d'Ether déposés? Donc voilà, qui n'est pas aussi délirante que celle que tu peux voir en dollars, mais qui, merci Gaëtan, qui reste quand même, voilà, ça te permet de confirmer qu'il y a effectivement de plus en plus de capital engagé en dehors de la valeur de ce capital en dollars qui augmente aussi parce qu'on est sur un marché aussi. Euh, mais donc oui, pardon, je vais finir cette petite boucle sur les instituts parce que bon là c'est de l'actu comme ça quoi, côté américain, mais ça rejoint aussi un peu toute la réflexion que j'avais moi en début d'année déjà quand je vous parlais de du risque, de gestion de risque, distribution de risque, avec cet article-là. Hop. Où en fait, je vous parlais du tranching par exemple, et je vous disais que c'est un outil qui va vraiment, peut-être que pour nous, ça nous parle pas trop, parce que bon, ok, une poule dérisquée à 2% APR, ouais, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais il faut comprendre que bah, cette poule déjà, en gros, elle existerait pour un institutionnel qui lui est très heureux de faire 2% au lieu des 0,25 habituels, surtout si c'est dérisqué, et qu'il a une armée de dégènes pour prendre les risques d'oracle, de prix ou autre pour lui. Et en outre, ça veut dire aussi que euh, c'est très scalable comme yield. C'est-à-dire que d'un côté, si vous avez un instit qui arrive et qui pose 1 milliard de DAI pour aller farmer dans cette tranche AA dérisquée, il va vous falloir du dépôt de dégène de l'autre côté à bon taux de yield pour pouvoir effectivement dérisquer tout ça. Et donc là, on a un truc aussi qui répond à la question de, vous savez, les gens se demandent souvent si, ah oui, mais quand il va y avoir des centaines et des centaines de milliards là-dedans, vous aurez plus de deal. Et moi, je réponds souvent, non, 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 il y aura toujours, mais il va descendre dans les couches de profondeur, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, les centaines de milliards qui arrivent, s'ils arrivent de l'extérieur, ils vont plutôt arriver dans les couches les plus hautes, les moins risquées, et il va falloir un peu descendre dans les tranchées de la DeFi, disons, pour aller chercher vos yields les plus élevés. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec une mécanique comme le tranching, c'est qu'en fait, ça crée un système qui, par défaut, équilibre tout ça, quoi. Vous avez d'un côté les petits dégènes qui prennent plus de risques, qui augmentent leur yield, de l'autre, et ça, plus vous avez de dégènes qui déposent et qui prennent plus de risques, plus vous pouvez proposer de dépôts en tranche AA dérisquées aux instituts potentiellement, ou même à des DAO ou des protocoles qui ne peuvent pas se permettre de jouer avec leur argent. Donc voilà, c'est assez enthousiasmant de voir que on a un peu une conjonction de à la fois des produits, des innovations techniques qui répondent aux besoins potentiels de profils type institutionnel et en même temps un intérêt pour les institutionnels qui s'excitent. Alors bien sûr, les institutionnels, il va leur falloir 5 ans pour arriver à la DeFi. Non, j'exagère, mais voilà, ils commencent tranquillement, quoi. Ils commencent par acheter un peu de Bitcoin et le mettre dans les comptes de leur entreprise. Puis après, peut-être qu'ils prendront de l'Ether, ou alors que les plus malins ont déjà un peu d'Ether. Et après viendra seulement le moment où ils voudront faire travailler tout ça. Mais si au moment où ils veulent faire travailler tout ça, on a en face des produits qui sont capables d'encaisser plusieurs milliards de dollars en dérisqué, en tranche A ou des choses comme ça, là, on aura vraiment de quoi répondre à leurs besoins dans des termes qu'ils comprennent. Et je pense que c'est pour ça que c'est encore, je le disais déjà en début d'année, je pense que le tranching, c'est un des trucs les plus critiques
à long terme pour la DeFi, bon, il n'y a pas que le tranching, il y a d'autres approches, mais toutes ces approches d'arbitrage temporel, de fixation de taux de rendement, d'options, d'assurance, tous ces mécanismes qui vont permettre en gros de diversifier, distribuer, réduire ou hedger un risque donné. Alors, hop, hop, hop. Bon, dans le chat, ça parle un peu BSC Polygon. C'est vrai que pour ceux qui ont... Oui, et Appwine notamment comme service. Happy Wine. Ah, putain, à chaque fois je le prononce mal. AP Wine. Ok, c'est bon, Antoine ne va pas me tuer comme ça. Oh là là. Pardon. Un autre truc que j'ai oublié pour ceux qui parlent de Matic dans le chat là. Bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a AV sur Matic maintenant. Je crois que je sais plus si je vous l'avais mentionné en live. Euh, bon, c'est assez limité, bien sûr, les marchés que vous avez. Hein. Il n'y a pas. Pardon, les tokens que vous avez. Il n'y a pas énormément de choix. Mais. Ah, tiens, d'ailleurs, les taux d'emprunt se sont un peu excités. Mais ça vous permet de faire des petits flux sympas, notamment sur Comes et QuickSwap, puisque par exemple, le petit flux classique on va prendre sur Comes, on en a déjà quelque part, je crois, non? Je l'ai plus. Comes Swap. Petit flux classique allez, on va même le faire avec des chiffres. J'ai 3 Ethers que je veux mettre au travail. Bah là, sur Matic, du coup, ça devient réaliste à nouveau puisque vous n'avez pas énormément de frais. Donc, une fois que vous êtes sur. Il va falloir payer les migrations des Ethers sur Matic, ça c'est à vous de voir. Et après, une fois que vous êtes sur Matic, en soi, dépôt sur AV, ça va pas vous coûter bien cher parce que voilà, c'est des frais Polygon. Polygon, pas Matic, pardon. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire un flux des plus classiques, par exemple, emprunter de l'USDC et après, je sais pas, déposer sur cette pool MA, USDC sur Comet Swap, qui est à 52% API pour l'instant. Bon, là, les taux d'emprunt sont quand même assez élevés sur l'USDC, donc à voir si c'est rentable. Mais il y a peut-être même des options avec du DAI. Non. Ou alors sur d'autres supports. Alors, migration, on me dit que c'est environ 20-30 dollars, pour ceux qui se demandent. Merci, Osix. Et, pardon, je perds tout, moi. Et donc voilà, IP Wine, ok. Oui, oui, il y a déjà eu une petite émission sur Happy Wine avec Antoine il y a quelques jours, mais on avait eu des petits problèmes de micro. C'est quoi ça, X-Pollinate? Ah, c'est un truc pour migrer cross-chain? Ah, ouais, d'accord. Oh, bon savoir. Et c'est quoi ce EasyFi sur Polygon? Je connaissais pas. Attends, on va aller voir. C'est bien, je découvre. Je suis un peu à la ramasse moi, encore en Polygon. EasyFi Network. C'est quoi? C'est un truc de. C'est un swap encore? C'est un DEX? Tokenized stocks. Hmm. On va voir un peu ce que c'est. Ah, concurrent de AV sur Polygon. D'accord. Ouais, bonne chance à eux. Hein. Voilà. Bon, après, ça dépend qui développe ça, mais. Ah, je peux rien voir parce que j'ai pas MetaMask, hélas. Hmm. Mais oui, voilà, vous avez des options. Et c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas besoin d'aller sur la BSC pour, euh, pour avoir des transactions à peu de frais. Il semblerait que ça se développe pas mal sur Polygon en ce moment. Et après, on attend aussi, je vous rappelle, le réveil d'autres solutions de scaling, comme Optimism, où a priori on attendait. Ah, il n'y a plus de lumière du tout, pardon. Je vais d'en trouver. Ah, viens par là, toi. Ah, une seconde, j'arrive. C'est mieux que rien.
Ouais, donc n'hésitez pas à tester un peu ces petits L2, surtout ceux qui sont restés un peu plus sur le côté, disons, parce qu'ils n'avaient pas forcément eu L2. C'est pas un L2 Polygon, mais il y en a d'autres qui sont réellement des L2. Ceux qui sont restés un peu sur le côté parce que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de faire de la DeFi quand c'était pas encore trop trop cher en gaz, euh, ça peut être le moment de vous familiariser avec les concepts de lending, d'apport de liquidité. Euh, il y a aussi, moi j'ai vraiment eu une belle expérience avec Loopring, euh, mais là c'est un peu différent comment ça fonctionne. Notamment, il va vous falloir déployer c'est un wallet techniquement, enfin votre compte, je sais pas exactement comment ils appellent ça. Donc ça c'est typiquement le truc à faire, sympa à faire quand vous voyez du gaz à 80, 90, hop, petit deploy de votre wallet sur Loopring, et après vous pouvez, bon il faut payer la transition quoi, mais une fois sur Loopring, les frais sont très très faibles, et ça vous permet aussi notamment d'acheter des tokens, de swapper à assez peu de frais. Donc, n'hésitez pas à les tester. Et oui, Arbitrum, et encore d'autres qui sont en cours. Bah là, Immutable X de l'autre côté, pour le côté plus gaming. Donc, il y a largement de quoi faire. Je pense que, voilà, la question c'est est-ce que ça va. On est toujours un peu entre les deux sur les L2, quoi. C'est-à-dire, techniquement, ils sont là, enfin les L2, ou les solutions de scalabilité. Comme ça, on ne fait pas d'erreur sémantique. Elles sont là. Il y en a certaines qui commencent à être, pas dégueulasses du tout en termes de valeur verrouillée dans les protocoles. Je crois que c'est par exemple Polygon, ouais, vous avez un petit milliard, mais il y a encore une composabilité très limitée, comme on le notait, euh, et, euh, et comment dire, et il reste encore, il n'y a pas vraiment de service majeur qui a fait une transition intégrale dessus, quoi. C'est un peu ça. On sent qu'on est un peu dans l'entre-deux, quoi. C'est-à-dire, bah voilà, on a Synthetix où on peut minter, brûler, mais il n'y a pas l'échange. Il y a différents services comme AV qui lancent une version sur Polygon, mais c'est un peu en mode comme ça si vous voulez. Mais voilà, il manque encore le grand coup d'éclat, j'ai envie de dire, d'un protocole majeur ou autre qui a un niveau de confiance suffisant pour vraiment mettre en avant une solution de scaling. Mais je pense qu'on est plus très très loin de ce moment-là. À voir, est-ce que ça va pas être, comment dire, par exemple Uniswap avec leur V3 et le lancement sur Optimism, ou potentiellement avant ça. Mais oui, depuis le temps qu'on attend, je pense que ça sera, ça sera un moment un peu pour tout le monde de voir que ça y est, on est prêt. Alors, les L2, c'est vraiment de la rustine en attendant, mais ça ne solutionne pas grand-chose tant que tous les services qu'on utilise ne basculent pas sur la même solution L2. Oui et non. Oui et non. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté rustine d'un truc comme Polygon. Ouais, ça, c'est assez rustine. Tout le côté, les sidechains, c'est de la rustine. Maintenant, une approche comme celle de Loopring avec des ZK, non, là, c'est pas de la rustine. C'est vraiment des solutions de scalabilité pertinentes, ou ZK Money, ou des choses comme ça. Parce que ça peut apporter des choses réellement avec peu ou pas de compromis par rapport aux mécanismes de sécurité et de consensus sur la main chain. Mais après, c'est vrai que voilà, ceux qui ont de l'adoption aujourd'hui, c'est plutôt des sidechains. Il y a un côté un peu bidouille, un peu rustine, en effet. Et surtout, il y a la perte de composabilité, comme tu le notes. Après, à voir concrètement qu'est-ce que ça va donner sur le long terme, ça. Mais voilà, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Au final, pour moi, le truc clé, c'est la tuyauterie, quoi. C'est-à-dire, c'est marrant, c'est que tout le monde est en train d'essayer de chercher le, euh, j'ai envie de dire, le gagnant de la guerre des L2. Pour moi, c'est très clair qu'il n'y en aura aucun. Enfin, il va y en avoir plusieurs et donc aucun gagnant absolu. Par contre, je sais d'avance qu'il va y avoir un ou plusieurs gagnants, mais en termes d'utilisation, de volume à tous les niveaux, c'est certain. C'est les plombiers. C'est-à-dire ceux qui font ce taf de bridger de tel network à tel network, et ainsi de suite. Et il y a des solutions de scalabilité vraiment plus concentrées là-dessus, ou en tout cas qui ont beaucoup de potentiel à ce niveau-là, comme Starkware, et donc, vraiment, moi, je pense que c'est là aussi, c'est des choses qui valent le coup de regarder et qui sont un peu
tout le monde se concentre vraiment sur scalabilité maintenant. Euh, Ils oublient un peu que, ok, bah, on a de la scalabilité, mais chacun va la faire à sa sauce avec ses L2, ses sidechains, ses roll-up optimistiques ou je sais pas. Et il faut de l'interactivité entre tout ça, quoi. Et donc là, c'est vraiment toutes les questions de bridge. Après, sur le long terme, on fera le point L2 avec les gens qui s'y parlent, mais sur le long terme, je pense qu'il y a quand même une forme de consensus sur les approches à base de ZK Rollups. C'est-à-dire que les autres sont vraiment plutôt bidouilles par rapport à ce que des choses comme des ZK Rollups peuvent délivrer, autant en termes de scale, mais aussi en termes de ce fameux débat sidechain contre L2, quoi. C'est-à-dire d'où vient votre consensus? Est-ce que vous êtes un bac à sable à part comme Polygon à l'heure d'aujourd'hui ou XDAI, ou est-ce qu'il y a vraiment un lien entre le consensus sur votre layer et le consensus de la main chain? Et ça, bien sûr, c'est très pertinent, quoi. Parce que sinon, après, on aboutit à des situations où, ok, on gagne en scalabilité, mais on perd à d'autres niveaux. Et donc, ça résout pas forcément le problème. Je vous invite à aller voir le Lightning Network sur Bitcoin, par exemple, où, d'accord, ça va vite et ça coûte pas cher, mais il y a tout un tas de restrictions absurdes qui font aucun sens en termes de design et que dès l'élaboration même des plans du protocole, on savait en étant certain que ce truc-là serait jamais réellement utilisé par beaucoup de monde. Parce qu'il faut déposer autant de bitcoin que vous voulez recevoir dessus dans un chainmail. Enfin, il y a plein de limites absurdes qui font que, ok, ouais, c'est cool, techniquement, je peux t'envoyer un bitcoin pour peu de frais en quelques secondes. Mais maintenant, il faut que tu aies un bitcoin pour le recevoir et tout un tas de trucs comme ça. Alors après, il va y avoir de la délégation mutualisée. On retombe, en fait, on tombe dans une usine à gaz qui troque des problèmes pour un autre, quoi. Et ça, il faut vraiment être sensible à, euh, à ça, quoi. C'est-à-dire le compromis qui est fait. C'est toujours un compromis. Euh, Bah voilà, alors est-ce que j'ai oublié quelque chose dans mon petit programme? Non, je crois pas. Je vous ai parlé à peu près de tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Moi, pour ma part, je suis un peu en transit, donc je pense qu'il n'y aura pas de live ce jeudi, mais on va au moins maintenir celui du mardi pour parler de DeFi, tranquillement. Et oui, bah merci, il y a des gens vraiment chauds dans le chat, ça fait plaisir. Donc comme d'hab, parfois j'oublie, je vais essayer de faire un petit tour des VIP pour ceux qui se sont chauffés et qui m'ont bien aidé avec leur précision. Euh, Donc voilà, je vais vous mettre un petit VIP et qui sait, sans doute le prochain, prochaine fois que je ferai un drop de NFT, je ferai un truc, un tirage euh, les, euh, sur les VIP. Alors les derniers petits points pour finir, parce qu'en plus c'est Charles qui l'apporte. Donc apparemment il y a une mise à jour sur Proof of Humanity. C'est quoi cette histoire? Ah, deux news importantes. Allez, on va les faire. Donc merci Carescu. Donc déjà, Carescu nous signale que le nouveau round de Seller Funds vient de commencer. Et ça, c'est pas rien, puisque ça vous permet, c'est une alternative à Gitcoin qui a pas mal d'intérêt, notamment le fait. Hop, pardon, je vous ai mis loopring. Pardon, mauvais lien. Ah là là. Alors, Seller Fund, c'est celui-là. Donc, allez, on finit en douceur avec tout ça. Donc, Seller Fund, alternative à Gitcoin, qui notamment. Tiens, on peut le faire en live. Est-ce que j'ai truc pour les trackers ici ou pas? Mais notamment, ne se gaffe pas sur votre vie privée, ne défonce pas toutes vos données au moindre mouvement de souris que vous faites, comme Gitcoin. Honte à eux, c'est toujours le cas. C'est assez pitoyable et c'est aussi pour ça que le site est aussi lent. Donc n'hésitez pas à leur dire que vous trouvez ça dégueulasse, qu'un site qui est là pour financer les communs se permette de foutre 20 trackers à peu près sur le site. Là, on est plutôt sur 3 ou 4 et des trucs fonctionnels. Bon, en dehors de ça, c'est un peu le même mécanisme avec du quadratic matching et tout ça. Mais il me semble qu'on est sur XDAI en natif là-bas. Corrigez-moi si je vous dis des bêtises. Donc ça a aussi, voilà, ça permet d'avoir des frais beaucoup plus restreints. Et il me semble aussi que les saisons sont beaucoup plus rapides, si je vous dis pas de bêtises. On en reparlera sans doute. Il y a d'ailleurs, allez, on va le faire, parce qu'il y a John qui a déjà, lui, il n'a pas traîné. Il vous propose un grant sur Bankless FR et le Daily Way. Donc si vous voulez tester CLR Fund, n'hésitez pas à supporter le travail de John, entre autres, le travail des traductions de newsletters français. Alors Benoît, pour Gitcoin, oui, tu peux passer par ZK, mais il faut envoyer tes fonds sur ZK.
Là, sur CLR Fund, bah, pareil, c'est sur XDAI. Donc, il va falloir envoyer tes fonds sur XDAI, mais une fois qu'ils y sont, euh, eh bien, il n'y a plus de frais, quoi. Peu de frais. Je ne sais pas s'il y a une solution d'un rang direct sur XDAI, donc n'hésitez pas à le signaler pour Benoît dans le chat si vous en connaissez une. Ça pourrait être utile. Et Charles, pour finir, qui nous signalait une petite mise à jour Proof of Humanity. J'ai raté ça. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est quoi Proof of Humanity? Et non, ils n'ont pas de compte, c'est Clairos, quoi. Je suis bête. Non, on n'en parle pas ici. Oui, on a passé les 1000 sur Proof of Humanity, donc déjà, c'est cool. Ah, c'est celle-là. Petite proposal. Ah, ça, c'est cool. Donc, oui, bah, vous voyez, en fait, le système est en train de se préciser progressivement. Alors, je sais pas si c'était la proposal dont tu parlais, Charles. Tu m'en as envoyé une autre. Super, merci, je vais regarder. Mais là, celle sur laquelle je suis tombé, moi. Donc, si vous vous souvenez, dans le système, une fois que vous êtes validé en tant qu'humain unique réel sur Proof of Humanity, vous êtes éligible pour un revenu de base en UBI. Eh bien là, cette proposition-là propose que on biaise un peu cette distribution-là pour donner plus d'UBI aux gens qui vouchent pour d'autres, parce que voucher, ça coûte du gaz, une vingtaine, trentaine de dollars. Et, euh, et donc, en gros, ça serait déséquilibrer un peu cette distribution qui est pour l'instant est 1 UBI par heure par personne, à un peu plus pour ceux qui sont plus actifs, donc qui vouchent beaucoup, et moins pour ceux qui ne sont pas actifs du tout. En gros, ça permettrait de rembourser un peu les frais en gaz des utilisateurs les plus actifs sur Proof of Humanity, ce qui a priori peut sembler plutôt pertinent, malin, euh, et pas exclusif, parce que vous pouvez très bien être sur Proof of Humanity et voucher pour personne, et c'est pas un problème en soi. Mais vous contribuez un peu moins au système qu'un gars qui va suivre, voucher, contester des cas, et ainsi de suite. Mais après, on n'a pas besoin que tout le monde soit actif. Donc c'est bien, j'aime bien cet esprit de skewed, comme ils disent en anglais, de biaiser un peu, mais le gars qui n'est pas actif, il a toujours des rewards potentiellement. Là, on en a une autre sur... Ah, mais c'est ça, oui, non, c'est la même, je crois. Ouais, non, c'est exactement la même, pardon. Ah, apparemment, elle n'a pas encore le quorum. Elle est plutôt sur un non pour l'instant. Il n'y a pas eu beaucoup de votes. Bon, je vais aller voler dessus tout à l'heure. Donc là, est-ce qu'il y a... À voir. On a quand même... Ah oui, c'est vrai qu'on est sur un différentiel de x10. J'avais pas vu que c'était aussi gros. Donc ça va peut-être... peut-être il y a besoin de peaufiner un peu les réglages, disons. Je pense que dans l'idée, tout le monde est à peu près d'accord. Que oui, tu dépenses du gaz pour voir des gens, pour challenge, pour machin. Tu devrais, idéalement, si on peut, te donner un peu plus de récompense, surtout qu'elle vient de gens qui sont juste des free riders, entre guillemets, pourquoi pas. Maintenant, à voir ce que ça donne concrètement. Alors, tiens, et pour finir sur Proof of Humanity, euh, j'ai fait un petit move, je vous en parlerai sans doute, mais sur la pool DAI, donc on en est où au niveau du... Est-ce qu'il est sur CoinMarketCap? Pas CoinGecko, merci. Sur CoinGecko, pardon, pas CoinMarketCap. Non, il n'est pas encore, il va falloir trouver sur Dexon. Parce qu'il y a aussi tout un enjeu de liquidité sur le UBI, puisqu'il y a plein de gens qui sont payés en UBI, mais des petites sommes, et il leur faut de la liquidité de l'autre côté pour pouvoir potentiellement en faire quelque chose. Et c'est vrai que les pools ISDAI et IS, pardon, UBI, DAI et UBI IS, ah, bon alors après on n'est pas sur un truc de farmer DeFi a priori, mais les taux de retour en UBI ne sont vraiment pas dégueulasses par rapport aux dépôts. Euh, oui, d'ailleurs ils ont bien augmenté les dépôts dans les pools, c'est marrant. Donc à voir. Vous pouvez aussi regarder si vous avez déjà un peu d'UBI. Bon, c'est sur le mainnet, vous allez payer du gaz, hein.
Mais si vous avez été validé il y a un petit bout de temps et que vous avez déjà, je sais pas, 1000 UBI, ça peut être intéressant. De toute façon, on en reparlera. Moi, je suis le système de prêt et j'aime beaucoup, hein. Mais voilà. Euh, GateSump, envoie-moi un message. Alors, Kiki donc, déjà, on va commencer par là. On a déjà parlé de Proof of Humanity dans quelques... Ah, et c'est ça que je voulais voir sur Dextool, merci, le prix du token. Attends, on va finir là-dessus, allez. Si le revenu de base a explosé en valeur, en plus, c'est magnifique. Donc, Launch App, c'est ça que je voulais voir ici, parce qu'il n'y a pas trop d'open source encore. UBI, taille. Allez. Non, tu vas pas me la trouver? Si, c'est bon, là. Ah ouais! Non, on est à combien, là? Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le UBI? Ah, excitation totale, là. Oui, d'accord. Bon, bah, je crois que mon meilleur trade de l'année, voilà, vous l'avez en live. Oh là là, je le voyais moi se calmer dans les 60 cents il y a quelques jours. Du coup, j'ai collecté enfin, les UBI sont collectés automatiquement. J'en ai profité pour convertir un peu de DAI en UBI et mettre dans la pool. Bon, je me suis pris de l'IL bien comme il faut, mais de l'IL en DAI, ça me va très bien. Et ça explique aussi pourquoi les montants des pools ont autant augmenté. Euh, Du coup, oui, GateSimp, je sais plus si j'ai le droit de vouch, mais envoie-moi un DM après le coup et je regarderai. Bon, par contre, moi, je confirme vraiment les gens, donc il va falloir qu'on apprenne à se connaître un peu. Mais pourquoi pas? Et oui, je pourrais te confirmer en live en soi, si déjà on fait notre vérification offline. Et après, pourquoi pas, mardi prochain, je te ferai une... Si j'ai encore... Je sais pas à quel taux ça se refresh le vouch. J'ai vouch quelqu'un il y a une dizaine de jours environ. Et je crois que c'est tout, ouais. On va pas refaire une petite présentation de Proof of Humanity aujourd'hui, mais on a pas mal de vidéos qui en parlent sur le channel, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc oui, on a un UBI à 2,80$ alors qu'il était à 60 cents il y a quelques jours. Grand enthousiasme. Mais tant mieux, hein, ça veut dire que... Vous imaginez quand même que les gens qui sont validés depuis le début reçoivent 24 UBI par jour. Donc ils ont eu un mois, un peu moins de 1000 UBI, on va dire. Maintenant, voilà, avec un token à ce prix-là, pour des gens qui sont dans des économies un peu moins coûteuses en frais de vie que la nôtre, disons, sortir 3000$ sur un mois, ça peut être monstrueux en termes d'impact sur leur vie. Donc tant mieux, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, hein. Et notamment, on en parlait l'autre jour, mais ça a l'air d'être assez... ça change un peu de la DeFi classique, disons, d'Européens et de, d'Américains, quoi. Où là, on est plutôt, vous regardez les têtes sur Proof of Humanity, c'est plus diversifié, il y a des accents, il y a un peu de tout. Et tant mieux, quoi, parce que c'est aussi ça, je vous renvoie à notre live avec Bolo sur l'accessibilité en DeFi. Mais voilà, si on arrive à parler avec des gens comme ça, des gens un peu plus divers, qui sont pas forcément d'horizon technique, d'horizon qui parlent anglais ou des choses comme ça, mais bien, tant mieux, parce que c'est aussi ça qui va être critique sur, sur, euh, sur le long terme, quoi. Alors, du coup, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Ouais, j'ai couvert mon sujet. Je vais vous laisser tranquillement vous remettre de tout ça. Et ouais, on suivra, je le note dans un coin, je pense qu'on suivra la décision sur POH. J'aimerais bien avoir ça en tête, c'est-à-dire on va avoir des petits protocoles qu'on suit d'un peu plus près. C'est pas forcément parce que c'est les superstars, mais c'est parce qu'ils font des trucs intéressants. Donc c'est pareil avec Faye. Je pense que je vais continuer à suivre Faye avec vous parce qu'il y a des choses à apprendre juste de cette histoire-là. Et donc je vous retrouve mardi prochain, 19h, pour le prochain live comme chaque semaine. Et potentiellement, si j'ai la foi, l'énergie et l'envie, d'autres lives sauvages. Mais je vous promets rien de plus pour cette semaine. Merci à vous et bonne soirée.